un souffle glacé s'insinue parmi les arbres centenaires de la péninsule de Keweenaw, où des pierres gravées m'en restent figées dans un silence millénaire. Qui a sculpté ces motifs énigmatiques et pourquoi leur signification a-t-elle été perdue sous les eaux sombres des grands lacs, à travers les brumes qui remontent du lac Huron et les vallées secrètes du Michigan? Des vestiges anciens défilent les explications modernes comme des échos lointains d'une mémoire effacée. Quels peuples ont foulé ces terres avant toute chronique écrite, et où se cache leur cité engloutie? Au cœur de ce vaste mystère, chaque fragment de poterie, chaque trilobite fossile porte l'empreinte d'un savoir évanoui. Que se passerait-il si nous pûmes déchiffrer ces murmures? Laissez-vous guider au-delà des archives officielles, vers les ombres intimes d'un passé que la science n'a pas encore dévoilé. Un frisson glacé se propage le long de la combinaison de plongée, tandis que la lumière diffuse du jour s'écrase contre la surface miroitante du lac Michigan. À mesure que l'on descend, une quasi-obscurité enveloppe les eaux profondes, et chaque bulle d'air qui s'échappe devient un écho ténu dans ce royaume silencieux. Sous la carapace bleue des dalles de pierre anciennes reposent là, immobiles depuis des millénaires, gardiennes d'énigmes gravées avant que les eaux n'engloutissent ces rivages perdus. Quel regard porté emmenant les mains qui ont tracé ces motifs, et pourquoi ces figures ont-elles sombré dans l'oubli aquatique? Les premières mentions de ces pétroglyphes émergent des carnets d'un pêcheur de truites, recueillis dans un rapport daté de la fin des années 1960. Il parlait d'arches sombres et de surfaces striées, aperçues à quelques mètres de la berge, lorsque la houle révéla un alignement de roches inhabituelles. Les archéologues locaux intrigués organisèrent seuls plusieurs plongées exploratoires. Entre les bancs de sable et les herbiers, ils découvrirent des blocs de dolomite parcourus de gravures fines, presque effacées par le temps. Leurs palmes remuaient un sédiment brunâtre, enlevant un nuage qui semblait vouloir dissimuler encore davantage ces symboles muets. Sur ces dalles, des spirales entremêlées se lovent autour de formes anthropomorphes. Par instants, on distingue l'empreinte d'un visage stylisé, marqué par 2 orbites rondes et un menton pointu. Plus loin, un animal indéterminé, à mi-chemin entre un cervidé et un canidé, se fige dans une posture immobile, comme si le sculpteur avait voulu figer une apparition chamanique. Le poli naturel de la roche, poli par les vagues, offre un contraste sinistre avec la netteté géométrique des incisions, créant l'étrange impression que l'eau elle-même accompagne chaque geste de la main ancienne. Les récits oraux des peuples Anishinaabe évoquent parfois ces pierres vivantes, témoins d'un savoir ancien transmis par des chamans. Pourtant, aucune légende précise n'aborde la submersion délibérée de ces sites, et la tradition s'étue là où le lac les a absorbés. Les rares contes retrouvent des fragments d'un monde où l'eau montait inexorablement, avalant des clairières et d'antiques sentiers. Mais la plupart de ces récits furent effacés au fil des contacts coloniaux, relégués au rang de souvenirs épars lorsque les missionnaires et les cartographes décrétèrent quelles histoires méritaient d'être consignées. Les premiers essais de datation se heurtent à l'impossible. La pierre calcaire qui sert de canevas à ces gravures est dépourvue de matière organique. Impossible d'y prélever du carbone radioactif. Les analyses isotopiques du sédiment environnant suggèrent que ces roches se sont retrouvées submergées il y a environ 8 à 10 000 ans à la suite de la fonte des glaciers. Mais cela ne dit rien de l'âge exact des motifs. Furent-ils creusés peu avant l'inondation finale ou remontent-ils à une époque où la région vibrait déjà d'une civilisation encore plus ancienne? Chaque possibilité soulève une cascade de questions non résolues. Dans les journaux de bord des explorateurs français du XVIIIe siècle, quelques allusions éparses décrivent des ruines immergées, aperçues à la limite des eaux claires. Mais ces récits se perdent rapidement derrière la priorité donnée à l'exploitation des castors ou à l'établissement de postes de traite. Leurs auteurs notent bout des pierres aux formes curieuses, sans jamais dessiner ni décrire précisément les motifs. Ces bribes, consignées sur des carnets jaunis, demeurent aujourd'hui introuvables ou reléguées en marge des bibliothèques nationales. Le silence des archives semble presque choisi, comme si certains vestiges dérangeaient celui qui tenait la plume. Pourtant, il est peu probable que l'érosion naturelle ait créé de telles figures linéaires et symétriques. Les courbes régulières des spirales et la netteté des angles se démarquent nettement des stries irrégulières tracées par les courants ou les galets. Les géologues qui ont examiné ces formations confirment leur origine anthropique, bien que demeurent des voies dissidentes, évoquant des phénomènes géomorphologiques rares.
Mais le consensus scientifique penche vers l'œuvre d'un artisanat ancien que rien ne relie, pour l'instant, à un groupe ou une culture déjà identifiée. Les techniques modernes ont apporté un surcroît d'informations. Photogrammétrie sous-marine, sondes multifaisceaux, imagerie 3D. Les chercheurs ont pu reconstituer des modèles virtuels de ces dalles, révélant des détails imperceptibles à l'œil nu. Chaque fissure est cartographiée, chaque gravure est analysée selon l'angle d'incision et la profondeur du trait. Pourtant, la technologie ne dissipe pas le mystère, elle en intensifie la dimension. Plus la représentation est fidèle, plus les symboles paraissent solennels et insondables, comme si l'intention originelle se dérobait à toute tentative de compréhension. À qui s'adressaient ces messages silencieux et pourquoi choisir de faire disparaître ces œuvres sous l'eau ? Certains théorisent de l'existence de rituels propitiatoires, rendant hommage à des divinités aquatiques invisibles. D'autres évoquent le possible exil volontaire de savoirs trop dangereux pour être partagés sur la terre ferme. Le choix de l'emplacement, précisément à la confluence de courants puissants, renforce l'idée d'une volonté de protéger le lieu, d'en rendre l'accès difficile et sacré. Les spirales, universellement présentes dans tant de cultures anciennes, de Gavrinis en Bretagne aux pétroglyphes de Val Camonica en Italie, invitent à la réflexion sur des motifs partagés. S'agit-il d'une expression parallèle née de l'expérience humaine, ou existe-t-il une filiation oubliée reliant ces peuples ? La simple comparaison évoque l'idée troublante d'un langage graphique ancêtre, puisé dans une même source d'inspiration, mais dont les ramifications se sont évanouies dans l'ombre des siècles. Lorsque les eaux du lac changent de teinte, passant du bleu limpide au vert sombre, c'est comme si le lac lui-même refusait de livrer ses secrets. Les plongées de nuit, éclairées par de faibles chalumeaux, transforment les pétroglyphes en silhouettes spectrales, et les visages sculptés se parent d'une aura presque animiste. L'expédition se mue alors en quête mystérieuse, où l'on craint presque de déranger un pacte ancestral. Les rares plongeurs qui ont osé franchir cette barrière nocturne témoignent d'un profond sentiment de solennité, et parfois d'un malaise inexplicable. Au-delà de l'enquête archéologique, c'est la question de l'effacement qui résonne. Pourquoi ces vestiges n'ont-ils pas été remontés à la surface, étudiés et publiés plus tôt ? Le financement de la recherche se focalise généralement sur les sites côtiers de la Méditerranée ou sur les trésors mayas. Ici, dans les eaux douces du Michigan, les priorités semblent autres. Chantiers navals, transports fluviaux, exploitation minière. Les pierres gravées sont souvent reléguées à l'état de curiosité locale, manquant de la reconnaissance institutionnelle nécessaire à leur préservation. Pourtant, chaque trait gravé représente un fragment de conscience humaine, un témoignage de la manière dont nos ancêtres percevaient leur environnement. Le lissage naturel des dalles, poli par le lent va-et-vient des vagues, donne l'impression d'un dialogue muet entre la roche et l'eau. Cette interaction millénaire, où la nature et l'artifice se confondent, incarne peut-être la clé d'un savoir désormais égaré. Alors que nous laissons ces figures silencieuses glisser derrière nous dans la pénombre des profondeurs, une question persiste. Quelles autres énigmes reposent encore sous la surface, invisibles aux yeux des mappeurs modernes ? Le lac Michigan n'étant qu'un chapitre d'un livre immergé, dont chaque page attend son lecteur. Une fascination tranquille appelle à poursuivre l'exploration vers des monolithes cachés et des cités englouties que nul n'a encore déchiffrées. Après avoir exploré les dalles gravées du lac Michigan et leurs motifs oubliés, tournons notre regard vers la silhouette mystérieuse de l'île Mackinac. Là, sous les eaux paisibles de la baie, des formes se dessinent à la surface du sonar, comme des échos d'un port englouti. Les courants lacustres, modelant le rivage au fil des millénaires, ont dissimulé des rangées de pieux, vestiges probables d'une jetée ou d'un quai ancien. En plongeant dans cette profondeur silencieuse, on éprouve la même sensation d'effleurement du passé, comme si chaque renflement du fond portait un secret sommeillant, prêt à surgir des ténèbres aqueuses. Les premières des mentions écrites d'Oran de ces ruines sous-marines remontent aux journaux de bord des voyageurs de la compagnie de la baie d'Hudson, au XVIIIe siècle. Ces récits, brefs et teintés d'émerveillement, décrivent d'étranges alignements de troncs d'arbres plantés dans la vase, aperçus depuis la proue des canots. Mais peu de ces rapports furent conservés ou publiés en détail. On préférait rédiger des comptes rendus sur le commerce des fourrures plutôt que documenter d'hypothétiques infrastructures autochtones. Ainsi, ces allusions tardives demeurèrent à l'état de murmures, jusqu'à ce qu'un archéologue local, armé d'un vieil échosondeur, redonne vie à ces formes géométriques noyées. Dans les années 1980,
Les premières relevés géophysiques révélèrent une série de structures rectilignes alignées sur plus de 200 mètres près de l'ancien littoral. Grâce à un sonar multifaisceau, on distingua des massifs de bois enchevêtrés sous un tapis de sédiments. Pieux verticaux, traverses encastrées, restes de planches. Les contours rappellent ceux d'un embarcadère, d'un espace aménagé pour le débarquement de pirogues ou de bateaux à fond plat. Ces anomalies capturaient l'attention des chercheurs car elles semblaient maintenant s'aligner selon une géométrie intentionnelle incompatible avec l'érosion naturelle. Lors des plongées subséquentes, des plongeurs ont découvert des poteaux de chêne et de frêne couverts de concrétions calcaires et de coquilles de mollusques d'eau douce. Ces bois, percés à intervalles réguliers, témoignent d'un aménagement précis. Les trous verticaux laissent penser qu'ils accueillaient des madriers de transversaux formant un quai sur pilotis. Certains pieux, encore solidement enfoncés, montrent la main d'un artisan capable de choisir des essences résistantes à l'immersion prolongée. Aucune trace de clous métalliques n'a été relevée, ce qui laisse supposer une technique de fixation par chevilles en bois, plus délicate et propre à un savoir-faire local très ancien. Non loin de ces pieux, se dispersent des tessons de céramique à décor incisé. Les motifs, composés de chevrons et de traits parallèles, évoquent entre les poteries préhistoriques découvertes dans les sites terrestres proches de Saintes, Ignace. Ces fragments présentent une pâte brun-rouge, parfois marbrée de décoloration dues à l'eau stagnante et aux minéraux. Leur dispersion suggère l'emplacement d'un ancien lieu de vie, rasant la ligne de rivage désormais submergée. Mais le nombre limité de tessons empêche de reconstituer une navette de distribution complète, laissant planer un doute sur la taille exacte de l'établissement qui aurait occupé ces berges. Les récits oraux des Anishinaabe, qui peuplaient autrefois ces îles et rivages, mentionnent parfois une cité des eaux engloutie par la colère d'un esprit du lac. Selon ces légendes, un village aurait été sacrifié par un chaman pour apaiser un cataclysme, envoyant les habitations et les quais sous des vagues venues du nord. Ces récits, transmis au sein de cercles restreints, ont rarement été consignés par écrit, par crainte de profaner un mythe sacré. Pourtant, ils offrent un écho troublant aux données archéologiques, comme si un fragment de vérité historique se dissimulait dans la métaphore. La datation précise de ces pilotis reste un défi majeur. Les méthodes de dendrochronologie nécessitent des sections intactes, mais l'érosion et le polissage par l'eau ont rendu les surfaces trop lisses pour distinguer les cernes annuelles. Des analyses isotopiques du bois proposent une fourchette entre 800 et 1100 après Jésus-Christ, coïncidant avec une phase récente d'occupation autochtone. Toutefois, l'incertitude perdure. Ces estimations reposent sur des prélèvements partiels et des comparaisons avec des sites voisins sur la côte. Chaque nouvelle analyse soulève autant de questions qu'elle apporte d'indices. Les fluctuations du niveau du lac Michigan au fil des siècles compliquent encore la compréhension du site. Les archives géomorphologiques montrent que le plan d'eau a oscillé de plusieurs mètres, submergeant tour à tour des zones basses, puis les redécouvrant. Ces variations auraient donc pu exposer certains vestiges d'un tas à l'air libre, accélérant la dégradation des bois avant de les engloutir à nouveau. Les vestiges actuels témoignent donc d'une histoire complexe, où chaque phase d'inondation modifie l'état de conservation, créant une stratification confuse des artefacts sous-marins. Face à ces incertitudes, certains chercheurs émettent des hypothèses divergentes. Ces pieux pourraient n'être que les restes d'un barrage ou d'un aménagement de défense contre les crues, plutôt que la base d'un port. D'autres avancent l'idée d'une structure cérémonielle, un espace sacré construit sur pilotis pour honorer des divinités aquatiques. Les deux interprétations reposent sur les mêmes éléments matériels, mais dépendent d'une vision différente de l'usage de l'eau par les communautés anciennes. Chaque théorie offre une porte d'entrée vers un récit possible, sans toutefois convaincre de manière définitive. Les expéditions nocturnes intensifient l'atmosphère de mystère. Éclairés par des projecteurs submersibles, les pieux forment une forêt fantomatique aux reflets verdâtres. Le sédiment tourbé se soulève en nuages éthérés, faisant danser les formes dans une pénombre irréelle. Les plongeurs témoignent d'une sensation de sacralité, comme si l'on vibrait au rythme d'un chant silencieux, trop ancien pour être restitué en son. Ce registre immersif, presque magique, contraste avec l'approche méthodique des archéologues de surface, rappelant que le savoir scientifique ne dissipe jamais entièrement la beauté du mystère. Malgré l'intérêt croissant, les ressources allouées à ces fouilles sous-marines restent limitées. L'archéologie du littoral de la péninsule de Mackinac
subit la concurrence des programmes consacrés aux épaves de voiliers coloniaux, plus spectaculaires pour le grand public. Les subventions se concentrent sur la recherche maritime, délaissant les témoins de la civilisation autochtone. Les vestiges sous-marins de Mackinac, bien que riches en enseignements, peinent à trouver leur place dans le panorama académique, risquant de retomber dans l'oubli une fois les fonds épuisés. Pourtant, ces pilotis alignés et ces céramiques noyées offrent une clé unique sur l'organisation littorale des premiers habitants de la région. Ils suggèrent une maîtrise de la construction en milieu aquatique, un savoir-faire technique exigeant et une relation profondément enracinée à l'eau. En dévoilant ces vestiges, on entrevoit la possibilité d'un réseau de sites portuaires précoloniaux, connectant Mackinac à d'autres points stratégiques des Grands Lacs. Mais la carte de ces échanges demeure fragmentaire tant que ces ruines ne seront pas pleinement documentées. Au terme de cette exploration sous-marine, l'île Mackinac apparaît comme un seuil entre le visible et l'invisible, un lieu où les eaux filtrent le passé avant de le rendre à notre lecture. Chaque pieu, chaque tesson témoigne d'une présence effacée, d'une vie autrefois rythmée par le flux des vagues et le commerce lacustre. Tandis que nous nous éloignons de ce quai englouti, une question persiste. Quels autres rivages, ailleurs dans ces eaux profondes, recèlent des vestiges tout aussi insoupçonnés, attendant que nous percions leur silence pour en révéler la mémoire? Un vent léger soulève la poussière ocre d'un tertre oublié à la lisière de la forêt, tandis qu'un rayon de soleil couchant joue sur les fragments brisés d'une urne de terre cuite. Le sol meuble cède sous la main du fouilleur, révélant une pièce au col étroit, aux parois gravées de motifs en spirale et d'arcs répétés. Pourquoi ces vases sacrés ont-ils été enfouis loin des habitations visibles? Et quel rituel les a rendus dignes d'une sépulture sous les chênes ancestraux? Les premières traces de ces urnes émergent des carnets d'un antiquaire amateur, à la fin du XIXe siècle. Son compte-rendu mentionne un chantonnement presque audible au moment de la découverte, comme si l'objet bachoté murmurait un nom oublié. Il décrit une série de 5 vases alignés, placés selon un axe nord-sud, leur col tourné vers le levant. L'acquéreur, un donateur anonyme, les cède ensuite à la collection privée de l'Université du Michigan, sans inventaire précis ni étiquette de provenance. De ce dépôt originel, seuls 2 exemplaires ressortent sporadiquement dans des rapports de fin de siècle, avant d'être relégués au fond d'un dépôt, loin des regards savants. Les urnes arborent une silhouette élancée. Un corps ovoïde posé sur un socle arrondi, un col fin prolongé par des anses délicatement incurvées. Le décor se compose de bandes incisées, alternant chevrons et ondulations, interrompues par de petits puits circulaires. À l'intérieur, une croûte sombre évoque la suie, comme si l'on y avait conservé une flamme immortelle. Aucun résidu d'aliment ou de résine n'a été détecté, pourtant l'éclat sombre suggère une longue exposition à la chaleur. Quel feu sacré justifiait un tel traitement et que conservait réellement ce vase silencieux? Les datations radiocarbone, entravées par l'absence de matière organique identifiable, laissent la chronologie en suspens. Les quelques empreintes de graines exhumées, des courges sauvages et des graines de tournesol, situent approximativement l'usage de ces urnes entre 400 et 100 avant notre ère. Mais cette fourchette large ne permet pas d'identifier une culture précise. Était-ce l'œuvre d'un groupe Hopewell tardif, s'aventurant jusqu'au cœur du Michigan, ou d'une communauté distincte, aujourd'hui effacée de la mémoire collective? Chaque estimation soulève davantage de questions qu'elle n'apporte de certitude. Une analyse minéralogique du substrat révèle un indice surprenant. La composition argileuse de certaines urnes ne correspond à aucune source locale documentée. Les particules de mica et les inclusions de feldspath indiquent une provenance possible aux abords du lac Erie, à plusieurs centaines de kilomètres d'Ann Arbor. Ce commerce lointain témoigne d'échanges bien plus vastes qu'on ne l'imagine pour cette période. Quelle route fluviale ou terrestre permettait de transporter ces récipients sacrés? Et quels réseaux sociaux ou cérémoniels liaient ces peuples dispersés le long des Grands Lacs? Les légendes des peuples Ojibwés évoquent sans parfois des vases de la lune, sculptés pour capter la lumière lunaire et la conserver dans l'ombre de la terre. On raconte que, lors des solstices d'hiver, ces urnes étaient remplacées sur des tertres enneigés, éclairés par le clair de lune, afin de gagner la faveur des esprits du ciel. Mais aucune tradition orale authentifiée ne détaille précisément ces usages.
Les récits recueillis au début du XXe siècle par des missionnaires peinent à restituer l'origine et la fonction exacte de ces objets, s'effaçant sous le poids des discours institutionnels qui définissaient alors ce qui méritait d'être transmis. La controverse scientifique porte également sur la véritable nature de ces récipients. Certains chercheurs avancent qu'il ne s'agit pas d'urnes funéraires, mais de caisses résonantes destinées à émettre un son grave lorsqu'on les frappait doucement sur les anses. Des tests contemporains, frappant la céramique avec un bois sec, produisent un grondement profond, semblable au battement d'un tambour lointain. Pour d'autres, il s'agirait plutôt de récipients à hydromel rituel, dont la suie interne proviendrait d'une fermentation particulière. Or, aucune trace chimique ne confirme la présence de sucre ou d'alcool, laissant planer le doute sur leur usage cérémoniel ou sonore. Plus récemment, des tomographies assistées par ordinateur ont révélé la présence de fines cavités internes, presque imperceptibles à l'œil nu. Ces conduits, répartis sous la surface, se rejoignent en un nœud central, une structure interne complexe cachée sous une apparente simplicité. Certains y voient un dispositif d'aération, permettant de maintenir une flamme allumée à l'intérieur, à l'abri de l'humidité. D'autres y perçoivent les prémices d'une forme primitive de distillation, une technique étrangement avancée pour une société alors censée n'en être qu'à ses débuts. Chaque image tridimensionnelle accentue le mystère, comme si la céramique dissimulait un cœur invisible, une mécanique oubliée. Malgré ces avancées technologiques, le corpus des urnes d'Ann Arbor reste limité. Moins d'une dizaine d'exemplaires identifiés, plusieurs inaccessibles dans des collections privées. Les quelques publications spécialisées se perdent dans des revues confidentielles, rarement relayées lors des colloques grand public. Le Michigan, souvent perçu comme en marge des grands centres de l'archéologie amérindienne, peine à mobiliser des financements pour explorer ces objets. Et pourtant, dans la trame muette de ces urnes, se dessine peut-être un réseau culturel oublié, un dialogue ténu entre communautés lacustres. À la lueur tremblotante d'une lampe d'atelier, on caresse la surface rugueuse de la céramique en constatant combien l'histoire dépend de ce qui a survécu ou non au temps. Ces urnes vestiges fragiles rappellent que chaque artefact est un écho faiblement audible d'une pensée ancienne. On se demande alors ce qui a été décidé jadis de transmettre et ce qui a été sciemment effacé. Tandis que les fouilles d'or modernes s'interrompent, faute de crédit, la porte reste entr'ouverte sur bien d'autres énigmes, prêtes à être déterrées. Alors que ces urnes gardent leurs secrets dans le silence feutré des laboratoires et des dépôts, un autre mystère s'épanouit sous la voûte forestière. Un cercle de monolithes, perdu dans les brumes du comté de Houghton, attend d'être sondé par ceux qui osent scruter l'invisible. Une brume légère flotte au ras des fougères, tandis qu'un matin gris étouffe les contours des collines boisées près de Houghton. Au détour d'un sentier oublié, des pierres-temps massives émergent du sol disposées en cercle parfait, leur surface rugueuse imbibée d'humidité. Le sol détrempé cède parfois sous la semelle, révélant des racines anciennes, et un résonnement sourd lorsque l'on frappe doucement l'une des monolithes. Qui a dressé ces piliers de granit et pour quelle cérémonie secrète ? Le monde moderne les a à peine remarqués, mais leur alignement géométrique défie toute coïncidence. Les premiers récits écrits remontant au carnet d'un explorateur amateur vers 1892 qui décrit une enceinte mystérieuse non loin d'un ancien camp minier. Il note 4 blocs de pierre disposés autour d'une dalle centrale, comme des sentinelles silencieuses. À la lueur vacillante de sa lanterne, il esquisse grossièrement la silhouette de ces pierres, sans jamais comprendre leur fonction. Après cette mention fugace, le cercle disparaît des archives, enseveli sous le verger d'un fermier qui, croyant déraciner des roches inutiles, en fit rouler 2 sur la route. Le site sombra alors dans l'oubli jusqu'à ce qu'une étudiante en archéologie, fouillant les cartes anciennes, retrouve la localisation approximative. Les relevés géophysiques modernes, menés en 2010, ont décelé un cercle quasi parfait de 8 monolithes d'environ 2 mètres de hauteur, inscrits dans un rayon de 12 mètres. Les cartes LIDAR dévoilent même un chemin tracé depuis le sud, bordé de pierres plus petites, désormais couchées ou fracturées. Ce sentier pourrait avoir conduit à un autel disparu, peut-être la dalle centrale désormais engloutie sous la mousse et les feuilles mortes. Chaque monolithe présente des cupules peu profondes, formant des motifs concentriques, comme si l'on avait voulu capter la lumière de l'aube ou des solstices. Les géologues déterminent que ces pierres proviennent d'une couche granitique locale, datant du Protérozoïque. Leur extraction non loin du cercle aurait exigé une organisation humaine et des leviers de bois. Aucun outil en métal n'a été découvert sur place,
suggérant que les bâtisseurs utilisaient des dispositifs simples, peut-être semblables aux rouleaux en rondins employés dans d'autres cultures anciennes. Mais pourquoi consacrer tant d'efforts à déplacer des blocs si lourds pour ensuite les disposer en un cercle impénétrable aux regards extérieurs ? Les légendes Ojibwe évoquent des colonnes de l'esprit, dressées pour marquer un point d'équilibre entre ciel et terre. Selon certains récits oraux, un chaman aurait invoqué les pierres pour stabiliser les courants telluriques, garantissant la prospérité des récoltes et la sécurité lors des longs hivers. Pourtant, aucune tradition ne détaille précisément la cérémonie de pose, ni l'identité de ceux qui guidèrent dans les pierres. Les archives missionnaires du XIXe siècle mentionnent brièvement ces croyances, mais les textes coloniaux jugèrent en ces pratiques superstitieuses, préférant ignorer les rites autochtones. Les datations par thermoluminescence auraient pu offrir une estimation de l'âge de l'édifice, en mesurant l'accumulation de radiation naturelle dans la structure minérale. Toutefois, les études ont été limitées par la couverture végétale et l'altération des surfaces. Les rares prélèvements réalisés en 2015 suggèrent une fourchette comprise entre 500 et 1200 ans avant notre ère, mais les marges d'erreur restent trop larges pour trancher. Chaque nouvelle analyse, plus précise, ouvre des interrogations nouvelles sur l'évolution du site et son contexte culturel. Dans les coulisses de la recherche, certains avancent l'hypothèse d'un observatoire astronomique rudimentaire, aligné sur les levées et couchers du soleil au solstice d'été et d'hiver. Les monolithes seraient alors des marqueurs de temporalité permettant aux anciens habitants de suivre le cycle solaire. Mais aucun artefact astronomique, tel que des cupules en position cœur ou des alignements précis, n'a encore été validé de manière irréfutable. La dimension rituelle, tout aussi plausible, soulève le mystère de savoir si le cercle servait autant à célébrer la nature qu'à la mesurer. Les bruits se propagent qu'un chercheur étranger, passionné de mégalithes européens, se serait intéressé au site, y voyant un lointain cousin au cercle de pierre de Karnak ou de Stonehenge. Mais les comparaisons directes restent hasardeuses. Les monolithes de Houghton, plus modestes, semblent appartenir à un univers distinct, inscrit dans le paysage forestier et lacustre du Michigan. Le site n'affiche ni tumulus, ni dolmen, ni carvings élaborés, mais seulement une sobriété primordiale qui interroge l'origine même de l'acte de lever ces pierres. Au fil des saisons, le cercle se voile ou se dévoile. En automne, le tapis de feuilles dorées dissimule les socles, tandis qu'un rayon de soleil couchant peut prolonger jusqu'à l'aube la silhouette de chaque bloc. En hiver, la neige recouvre chaque courbe, ne laissant affleurer que des sommets glacés, évoquant des flèches figées vers le ciel. Les archéologues amateurs profitent de cette blancheur pour prendre des clichés, tenter des relevés photogrammétriques, mais le froid brusque et l'humidité ambiante limitent la durée des expéditions. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été trouvés non loin du cercle, grattoirs dentelés et éclats de silex, suggérant l'existence d'un campement ou d'un atelier. Mais la densité des trouvailles reste dérisoire, insuffisante pour reconstituer un habitat permanent. Certains y voient la trace d'offrandes déposées au pied des monolithes, silex taillé, pierre polie, fragments de poterie, tandis que d'autres préfèrent attribuer ces déchets à des passages de chasseurs de bisons. Les fouilles stratigraphiques, bien que ponctuelles, montrent que les niveaux sont profondément perturbés par la bioturbation et l'activité animale. Face à ces incertitudes, une communauté d'historiens locaux milite pour la protection du site. Ils ont réussi à faire classer le cercle en tant que monument historique d'État, empêchant toute exploitation forestière ou construction résidentielle à proximité. Pourtant, l'entretien reste minimal. Aucune clôture officielle ne protège les pierres et le terrain, propriété privée, pourrait à tout moment changer de main. Des passionnés organisent donc des relevés bénévoles, conscients que la préservation est précaire et que l'oubli guette ces pierres isolées. Malgré l'intérêt croissant, l'accès au cercle demeure semé d'embûches. Le chemin mal balisé serpente entre les arbres et la signalisation officielle fait défaut. Les promeneurs découvrent parfois les monolithes par hasard et rapportent des clichés flous qui, sur les forums spécialisés, font naître nouvelles théories, lieux de sabbat, autels sacrificiels, vestiges extraterrestres. Mais ces élucubrations, bien qu'amusantes, occultent la dimension scientifique et témoignent plutôt d'une soif d'ésotérisme que d'un vrai désir de compréhension. Alors que le soleil décline derrière les sapins, le cercle de Houghton reprend son silence, comme un oracle muet qui refuse d'épuiser ses réponses. Les monolithes, dressés dans l'ombre des temps, semblent inviter à un dialogue plus patient,
une écoute attentive des stries et des marques que le vent grave sur leur surface. À l'orée de la nuit, il ressemble à un seuil entre deux mondes, celui de l'éphémère et celui de l'éternel, où chaque pierre porte la mémoire d'une humanité évanouie. Un écho persiste parmi les rumeurs des fougères, un murmure invitant le chercheur à poursuivre son périple vers le comté de Benzi, où des fossiles anachroniques reposent dans des couches de schiste défiant le calendrier géologique. Un frisson parcourt la grève sablonneuse, où l'eau limpide du lac Michigan caresse des galets lisses. Au pied des falaises de schiste noir, des fragments osseux jonchent la rive, à demi enfouis dans le gravier. Les premiers rayons du soleil, filtrant à travers un ciel encore embrumé, font scintiller des éclats nacrés sur ces restes étranges. Comment ces vestiges d'une autre époque ont-ils survécu aux forces qui sculptent sans cesse le rivage? Et quelle histoire viennent-ils chuchoter aux chercheurs prêts à percer leurs secrets? En s'approchant, on distingue des pièces aux formes courbes et sinueuses, des côtes ressemblant à celles d'un reptile marin, des vertèbres signées d'une usure ancienne presque polie par le temps. Parmi ces os, des empreintes de feuilles géantes, palmes d'une fougère disparue, s'inscrivent dans des plaques d'argile rongées par l'eau. Ces fossiles ne ressemblent à rien de ce qu'on découvre ordinairement dans la région, où prédominent les roches calcaires du Silurien. Leur présence réveille l'idée troublante d'un climat tropical, jadis installé bien plus au nord qu'on ne l'imagine. Les géologues ont longtemps classé les couches du comté de Benzi selon un découpage précis. Des strates de schiste et de grès déposés il y a 450 millions d'années, suivis de terrains glaciaires formés il y a à peine 20 000 ans. Or, les fossiles découverts ici présentent une datation qui semble incompatible avec ces archives. Des espèces d'amphibiens marins dont on croyait le dernier représentant éteint des centaines de millions d'années avant la formation du lac Michigan. Comment ces restes ont-ils pu se retrouver en surface intacts malgré l'érosion glaciaire? L'histoire de leur découverte remonte à l'été 1934, lorsqu'un instituteur à la retraite, passionné de paléontologie, arpenta la côte à la recherche de géodes. Il en rapporta quelques spécimens à l'université du Michigan, où un professeur nota des structures dentaires inhabituelles, de petites pointes disposées en rangées sur ce qui semblait être des mâchoires. Pourtant, le contexte stratigraphique n'était pas documenté avec rigueur. Les échantillons restèrent longtemps dans un carton poussiéreux jusqu'à ce qu'un doctorant, en 1998, exhume ces restes pour y appliquer des techniques modernes d'analyse. Les nouvelles méthodes, alliant spectrométrie de masse et datation par résonance paramagnétique, confirmèrent ce que l'on redoutait. Certains os remontaient à une époque correspondante au Dévonien, tandis que d'autres morceaux, près de la surface, semblaient avoir à peine 23 000 pounds. Cette dualité laissa les chercheurs perplexes. Était-ce là l'empreinte de deux épisodes distincts, séparés par d'innombrables âges, ou d'une accumulation complexe d'ossements apportés par des processus naturels? Une hypothèse suggère que d'anciens cours d'eau, déviés par les mouvements glaciaires, auraient charrié des ossements depuis des territoires lointains, les déposant là où le lac s'étend désormais. Toutefois, la finesse de certains reliefs, les sillons nacrés d'une feuille fossilisée ou les stries microscopiques sur une vertèbre semblent incompatibles avec un transport brutal. Comment ces détails si fragiles auraient-ils survécu à une migration de plusieurs kilomètres dans une turbulence glacée? Les légendes des Anishinaabe évoquent parfois des géants endormis, des créatures englouties par les eaux lors de la formation des lacs. Selon certains récits transmis oralement, un dragon des marais aurait autrefois navigué dans cette région, léguant ses os au rivage lorsque les eaux se retirèrent. Ces histoires, bien que teintées de mythes, soulignent la façon dont les peuples autochtones percevaient un monde où l'inexplicable côtoyait le quotidien. Alors que penser de ces récits face à l'évidence scientifique? Les analyses isotopiques menées en 2005 cherchèrent à distinguer l'origine géologique des fossiles. Certains os montraient une teneur élevée en strontium caractéristique du sous-sol du Michigan, tandis que d'autres portaient la marque chimique de roches métamorphiques issues d'un salé issu des Appalaches. Cette mosaïque de signatures géochimiques relance l'idée d'un dépôt composite, formé de strates différentes superposées par des glissements de terrain ou des secousses sismiques. Mais comment expliquer la conservation exceptionnelle de ces pièces, nettes comme si l'on venait de les extraire du sable? La plus étonnante découverte survint lorsque des chercheurs utilisèrent la tomographie par rayons X pour examiner un fragment osseux trop précieux pour être brisé.
À l'intérieur apparurent des traces de tissus mous pétrifiés, vestiges de vaisseaux sanguins fossilisés, révélant une physiologie complexe. Cette structure interne, plus fine qu'un cheveu, n'a été observée que dans quelques spécimens rares, à travers le monde. La question se pose alors, existait-il une lignée d'animaux biologiquement avancés dont la chronologie s'étendrait bien au-delà des modèles admis? Malgré ces découvertes spectaculaires, la communauté paléontologique reste divisée. Les tenants de l'orthodoxie scientifique soulignent les dangers de conclusions hâtives, des os réassortis par l'homme, des contaminations, ou encore une sous-estimation des processus géomorphologiques. D'autres, moins conservateurs, plaident pour l'ouverture d'un chantier multidisciplinaire sur toute la côte afin de recenser chaque fragment et de reconstruire la stratigraphie originelle. Qui au juste décidera de la légitimité de ces fossiles anachroniques. L'accès difficile au site complique les recherches. Les falaises sont glissantes et la brume matinale transforme le rivage en labyrinthe mouvant. Les expéditions se limitent tant souvent à quelques heures de marée basse avant que les eaux ne recouvrent à nouveau les galets. Certains ossements réapparaissent après chaque tempête comme livrés par un guetteur invisible. Cette alternance d'apparition et de disparition renforce l'atmosphère quasi mystique du lieu, une réserve où la mémoire géologique se joue de nos certitudes. Aujourd'hui, un petit groupe de bénévoles, appuyé par une association locale, patiente pour obtenir une autorisation de fouille plus approfondie. Ils souhaitent employer des techniques non invasives, photogrammétrie à haute résolution, détection radar, forage minimal. Leur ambition est de documenter l'intégralité du rivage fossilifère, reconstituant l'environnement ancien. Mais le financement manque et chaque proposition de subvention se heurte à la question de la validité d'un projet défiant les paradigmes établis. À la lumière déclinante d'un ciel pastel, le comté de Banzi garde ses ossements comme un secret bien gardé, oscillant entre l'héritage d'un monde préhistorique et la légende vivante d'un lieu hors du temps. Les fossiles anachroniques invitent à repenser l'ordre des choses, à accueillir le vertige de l'inconnu et à réexaminer la façon dont la Terre porte en elle ses archives oubliées. À quelques lieues de là, sous les rues de Détroit, des tunnels secrets s'étendent dans l'ombre, prêts à dévoiler d'autres facettes du passé enfoui. Un souffle humide s'insinue au creux des voûtes oubliées, tandis qu'un écho lointain répond à chaque pas sur les dalles de pierre disjointes. Sous le tumulte des rues modernes de Détroit, un réseau obscur serpente tissé de galeries enfouies et de corridors voûtés. Ni les plans municipaux, ni les guides touristiques n'en parlent, et pourtant ces passages silencieux portent la mémoire de plusieurs siècles, traversant les époques comme un fil souterrain. Qui a creusé ces conduits et dans quel but? Les origines de ce labyrinthe demeurent sans flou. Certains historiens évoquent étrangement les premiers colons français, qui, au XVIIe siècle, auraient érigé un ensemble de souterrains pour relier la forteresse de Fort Pontchartrain au couvent des Ursulines, situé au nord de la rivière. Selon des mentions fragmentaires dans les journaux de bord, ces galeries de briques et de grès servaient à transporter clandestinement munitions et denrées à l'abri des attaques britanniques durant la guerre de la Conquête. Mais aucun vestige formel n'a encore confirmé cette tradition, et les quelques vestiges repérés sous l'ancienne place d'Armes furent rapidement comblés lors d'un chantier urbain au XIXe siècle. À l'aube du XXe siècle, une autre strate de tunnels se superposa à ces couloirs précoloniaux, ceux de la Prohibition. Des fouilles sporadiques dans les fondations de maisons cossues de Corktown ont mis au jour de larges conduits en briques, aux arches basses et aux parois noircies par la suie. Il menait, en disait-on, de bars clandestins à la rive du fleuve Detroit, où des complicités permettaient aux contrebandiers de passer de l'autre côté de la frontière sans contrôle. Les récits des anciens policiers, consignés dans des rapports officieux, décrivent donc ça des complicités locales, des passages éclairés par des lampes à pétrole et des caches dissimulées dans des caissons étanches. La ligne ténue entre folklore urbain et réalité archéologique demeure la source d'un débat passionné. Plus récemment, dans les années 1980, l'intervention d'ingénieurs géotechniques a projeté des radars à pénétration de sol sous le centre-ville. Les premiers balayages révélèrent d'étranges interstices, comme des cavités irrégulières, distantes de quelques mètres sous les trottoirs. Les archéologues de l'université Wayne ont alors obtenu l'autorisation d'installer des caméras articulées dans ces conduits étroits.
Les images montrent des joints de briques anciennes, souvent fissurés, parfois remplacés par du béton moderne, témoignant de réparations successives. Entre les pierres s'infiltrent des racines et parfois des vestiges métalliques. Anciennes lampes à acétylène, clous rouillés, fragments de tuyaux en plomb qui évoqueront la vie souterraine d'un siècle révolu. La tradition orale des communautés établies de longue date à Détroit mentionne également des galeries plus anciennes, attribuées aux peuples indigènes. Des récits ojibwés parlent de tunnels creusés sous les tertres funéraires, conduisant à des chambres cérémonielles souterraines. Ces passages, empreints de sacré, devaient en accueillir des offrandes et des feux rituels préservant le lien entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Aucun chaman n'a consenti à révéler l'emplacement exact de ces lieux sacrés, et les fouilles prêtent plutôt à controverse, certaines conduisant à la destruction pure et simple de monticules désormais disparus. Malgré tout, quelques anomalies géophysiques détectées dans des parcs publics suggèrent la présence de cavités anciennes, scellées par des couches de sédiments datant de plusieurs millénaires. Les explorateurs urbains, ces urban spelunkers, ont livré des témoignages troublants après leurs incursions nocturnes. Ils racontent des galeries où l'air devient soudain plus frais et où s'élève parfois un léger bourdonnement comme le glou-glou lointain de l'eau. Certains ont affirmé entendre le clapotis de gouttes perlant dans l'obscurité ou entrevoir des reflets métalliques sur les murs. Plusieurs décrivent aussi la sensation d'un courant d'air issu d'une ouverture invisible, comme si le réseau respirait, relié à des puits d'aération oubliés. Ces expéditions, clandestines par essence, restent difficiles à corroborer scientifiquement, mais alimentent une fascination collective. Au-delà des récits, un projet audacieux a vu le jour en 2012, l'installation de capteurs acoustiques dans plusieurs stations de métro désaffectées, reliées à un système d'enregistrement continu. Les ingénieurs espéraient détecter les vibrations des véhicules ou les échos de pas humains, pour cartographier la topographie du réseau. Les données recueillies ont mis en évidence des anomalies dans la section nord-ouest, là où aucun plan officiel ne mentionne de galerie. Certains indices laissent penser à des aménagements secrets, peut-être scellés lors des grands travaux d'extension des réseaux d'eau et d'assainissement au début du XXe siècle. Ces tunnels, imperceptibles depuis la surface, échappent ainsi aux registres officiels. Cependant, l'exploration souterraine s'accompagne de risques mortels. Plusieurs effondrements ont été signalés, piégeant des passionnés ou des curieux inexpérimentés. Des accidents de suffocation suite à l'accumulation de gaz toxiques ou à l'effondrement des parties fragiles ont entraîné la mise en place de protocoles de sécurité plus stricts. Les autorités locales ont peu à peu verrouillé les accès publics, condamnant les regards indiscrets. Pourtant, certains passages privés, utilisés jadis pour des évacuations de sous-sols commerciaux, restent accessibles, bien qu'omniprésents. « For your safety, keep out » peintes à la hâte sur les pavés. Les chercheurs s'interrogent, ces tunnels ont-ils servi uniquement de voies de passage ou formaient-ils un réseau continu connectant entre eux foyers, lieux de culte et sites stratégiques? La juxtaposition d'arches médiévales, de voûtes industrielles en briques rouges et de conduits en béton moderne dessine un palimpseste complexe. Chaque strate chronologique paraît avoir tiré parti des cavités existantes, adaptant l'ancien à ses besoins nouveaux. Cette réutilisation multiple rend l'interprétation difficile. Comment distinguer la galerie capétienne de l'ancienne église Sainte-Anne de l'appareil d'évacuation pluviale construit en 1920 ? L'un des épisodes les plus troublants survient lors d'une fouille de routine en 2015 sous un ancien hôtel de Woodward Avenue. Les ouvriers sont tombés sur un puits noyé, profond de plusieurs mètres, éclairé par une eau noire comme l'encre. En sondant le fond, ils ont remonté un coffre métallique cloué, orné de motifs floraux ciselés, évoquant un style Louis XV. À l'intérieur, aucun document, ni monnaie, mais un fragment de tissu soigneusement plié, un morceau de velours pourpre, encore souple malgré l'humidité. Les autorités ont scellé l'endroit, évoquant une mesure de précaution environnementale, mais la rumeur évoque une connexion entre ce coffre et un trésor colonial jamais retrouvé. Plus récemment, des simulations informatiques de la circulation de l'air suggèrent la présence d'un puits d'aération principale situé dans le quartier historique de Greektown. Certains explorateurs y ont accédé après avoir désactivé une grille rouillée, dénichant un escalier hélicoïdal en pierre qui s'enfonce dans l'obscurité. Les pierres, froides et lisses, portent des marques d'usure témoignant de siècles de passages clandestins.
Les analyses de la mousse qui recouvre parfois la voûte indiquent une humidité constante dépassant 95%, ce qui nuit à la conservation des matériaux organiques, mais préserve parfois des traces fugaces, comme un éclat de céramique ou une mèche de cheveux piégée dans une fissure. Quelles révélations restant à venir de ce dédale muet? Les archéologues sous-urbains pressentent que chaque galette de briques, chaque arcade en arche raconte une histoire de survie, de commerce illicite, de rites secrets et de résistance invisible. Peut-être que sous la ville résonnent encore les craquements des charrettes, les pas furtifs d'un prêtre cachant un manuscrit ou le roulis imperceptible d'un tonneau de whisky. Chaque passage, chaque croisillon d'un tuyau est potentiellement un reliquat d'une époque où le visible n'était qu'une façade trompeuse. En refermant derrière soi la porte grinçante d'une ancienne bouche d'égout, on ressent la coupure brutale entre deux mondes. L'agitation urbaine, lumière crue du jour, et les méandres sombres où s'écrivent les récits occultés de Detroit. Et si, quelque part dans ces couloirs souterrains, reposait un secret plus ancien encore, lié non pas à la colonisation européenne, mais aux sociétés indigènes dont les monticules furent détruits pour construire la cité? Peut-être qu'au détour d'un virage obscur, un crâne façonné à l'image d'un ancêtre attend son hurrah, prêt à briser le silence et à révéler une énigme plus profonde. Après avoir sondé les galeries obscures sous Detroit, notre quête nous mène désormais vers les rives plus tranquilles de Kigo Harbor, où se cache un secret sculpté dans la pierre. À l'orée d'un ancien canal reliant Little Lake aux marais environnants, quelques blocs entament une silhouette singulière. Des crânes humains figés dans le granit, leurs orbites vides évoquant un appel silencieux. Comment ces représentations de la mort ont-elles pénétré ce paysage lacustre, et quelle intention imprégnait la main qui les façonna? La découverte de ces statues remonte à l'automne 1912, lorsque des ouvriers chargeant des troncs de cèdre sur des barges repérèrent, sous un glacis de mousse, une tête de pierre à demi dissimulée. Le journal local relata l'événement avec un mélange de fascination et d'incrédulité. « Une macabre sentinelle dort au bord de l'eau », écrivait le reporter. Les têtes furent rapidement déplacées vers la grange d'un agriculteur, faute de mieux, avant d'attirer l'attention d'un antiquaire de Pontiac. Très vite, 2 exemplaires furent acquis pour une collection privée, tandis que d'autres têtes demeuraient enfouies ou détruites par le soleil et la pluie. Les statues, au premier abord, mesurent entre 60 et 80 cm de haut, leurs courbes reproduisant fidèlement les volumes d'un crâne humain. Les orbites profondes semblent creusées à la main, tandis que des incisions fines, suivant la ligne des sutures crâniennes, tracent les fissures naturelles. Sous la mâchoire, une rainure horizontale évoque un sourire figé, presque moqueur. L'érosion noble et lente a poli certaines surfaces, tandis que d'autres gardent des traces nettes de burinage. Cette dualité confère à chaque pièce une présence vivante, comme si l'ombre de son modèle respirait derrière la pierre. Le matériau choisi intrigue autant que la forme. Il s'agit d'un gabbro sombre, granitique et dur, issu de filons rares, non signalés dans les affleurements locaux du comté de Oakland. Cette provenance lointaine suggère que la pierre fut transportée sur plusieurs dizaines de kilomètres, peut-être depuis une carrière proche de Flint ou même d'une formation plus méridionale. Les stries de coupe, visibles sous un éclairage ras, attestent d'outils à lame métallique, d'un affûtage précis, en dépit de la rusticité apparente du travail. Qui possédait une telle maîtrise technique en ces terres? Les fouilles menées autour du site original n'ont produit que peu d'artefacts associés. Quelques tessons de poterie à décor géométrique ont été retrouvés, ainsi que des fragments d'ocre rouge, peut-être utilisés pour colorer les statues à l'origine. Aucune structure d'habitat ou de tombe n'a été mise au jour, ce qui renforce l'énigme. Ces sculptures n'ont pas été placées au cœur d'une nécropole, mais à l'interface entre l'eau et la forêt. Serait-ce un rituel de passage, un pacte symbolique unissant les vivants et les ancêtres, scellés au bord des canaux? Les chroniques orales des peuples Odawa et Potawatomi, qui arpentaient autrefois ces rivages, font mention des rois de pierre, mais sans donner de détails architecturaux. Selon certaines versions, ces statues auraient été dressées pour protéger les passeurs contre les esprits de l'eau ou pour marquer l'entrée d'un sanctuaire rituel désormais oublié. Les récits se transmettent à mots couverts, les anciens évitant de prononcer explicitement le lieu sacré. Le voile de pudeur et de crainte entourant cette tradition montre combien certains savoirs ont été dissimulés, probablement dès l'arrivée des missionnaires, soucieux de supprimer toute trace de culte païen. Au fil des décennies,
Les 2 têtes conservées dans des musées universitaires furent étudiées avec parcimonie. Les rapports de 1953 mentionnent une analyse spectrométrique de l'ocre résiduel, concluant à une couleur naturelle extraite de hématite, tandis que des tests plus récents ont mis en évidence des micro-fissures causées par la congélation et le gel. Ces indices suggèrent tel un que les statues furent exposées à l'air libre avant d'être abandonnées, puis définitivement submergées par un léger soulèvement du niveau du lac intervenu vers 1200 après Jésus-Christ. Je sais, mais rien ne confirme que cette inondation fut volontaire ou résultat d'événements climatiques. Le débat scientifique s'enrichit de l'apparition, en 2009, d'une tête partiellement érodée non loin du quai de pêche de Waterford. Son style se distingue. Plus grossier, aux orbites oblongues, sans traces d'ocre. Certains y voient Shanator à la preuve d'ateliers distincts ou d'époques différentes. Peut-on alors parler d'une tradition continue, évoluant au fil des générations, ou plutôt de l'action sporadique d'artisans itinérants, possesseurs d'un même bagage symbolique? Chaque tête découverte modifie le canevas, fragmentant une histoire déjà brisée. La modernité a apporté son cortège de technologies, photogrammétrie, scanner laser, imagerie 3D. Ces outils ont permis de reconstituer virtuellement les statues disparues, révélant des détails imperceptibles à l'œil nu. Les chercheurs ont ainsi mis en évidence la régularité des incisions correspondant aux sutures crâniennes, ainsi que la répétition d'un motif en chevron sous la nuque. Ces répétitions suggèrent un programme iconographique précis, comme si chaque statue traduisait un archétype ou incarnait une lignée ancestrale. Mais l'absence de tout texte ou inscription accentue le silence qui entoure ces visages de pierre. Pour certains, l'idée d'un simple canular victorien a été avancée. Un collectionneur fantasque aurait commandé ces têtes pour orner sa propriété avant de disparaître dans l'oubli. Mais la découverte d'outils précoloniaux à proximité et la présence d'ocre aux pigments naturels offrent un solide contre-argument. De plus, la récurrence du motif crânien sur plusieurs sites lacustres milite pour une origine autochtone. Comment un faux élaboré aurait-il pu se disséminer dans un contexte aussi dispersé, sans laisser de traces dans les archives privées de la noblesse locale? Les légendes contemporaines, nourries par les curieux et les explorateurs urbains, parfois teintés de conspiration, évoquent des visages oubliés et des portes vers l'au-delà. On imagine un portail funéraire se réactivant lors des solstices ou un avertissement gravé pour dissuader les profanateurs. Pourtant, ces thèses restées en marginal ne s'appuient sur aucun indice matériel et relèvent davantage du folklore. La vraie énigme réside ailleurs, dans le hiatus entre un artisanat d'une précision étonnante et l'absence totale de documents écrits. Alors que l'air crépite au-dessus de l'étendue sombre de Little Lake, les statues crâniennes semblent veiller sur un secret perdu. À chaque vague qui vient lécher le socle, à chaque rayon de lune glissant sur le front de granit, on ressent la persistance d'un pacte ancien, où la pierre et l'eau s'unissaient pour sceller un souvenir. Nous laissons derrière ces visages de pierre le murmure d'un passé inachevé, prêt à plonger plus au nord, vers les rivages d'Isle-Royale, à la recherche de traces métalliques venues d'ailleurs. Un vent glacial balaie les roches granitiques de l'île Royale, ses bourrasques gémissant comme un lointain appel. Les vagues du lac supérieur, sombres et impitoyables, roulent des galets lustrés jusqu'aux falaises abruptes où se mêlent l'éclat du quartz et l'ombre du cuivre millénaire. C'est là, dans ce paysage presque désolé, que naît une énigme venue du ciel. De petits éclats métalliques, d'un poli étrange, gisent à fleur de sable, reflétant la lumière comme des fragments d'une étoile brisée. Qui a pu déposer ces débris cosmiques sur ces rives isolées, et qu'avaient-ils de si précieux pour être ainsi abandonnés? La première mention de ces éclats survient en 1938, consignée dans le carnet d'un naturaliste amateur qui explorait la côte nord de l'île. Il décrit, avec une fascination mêlée d'incrédulité, des petites pièces d'un métal d'un gris brillant, plus dense et plus lourd que tout ce qu'il connaissait. Comme des larmes d'acier fondu, note-t-il, trébuchant entre les rochers, elles semblent hors du monde terrestre. Ces échantillons furent entreposés dans une boîte en fer blanc, puis oubliés dans les rayons d'un musée régional. Ce n'est que dans les années 1970 qu'un géologue, redécouvrant ces fragments, lança des analyses plus poussées. Aux premiers examens, la ressemblance avec le fer météorique était frappante. Une teneur élevée en nickel, une microstructure en Widmanstätten révélée par gravure acide et des traces de cobalt et de phosphore. Pourtant, quelques anomalies le perturbaient en ses observations.
Certains fragments présentaient même des quantités étonnantes de gallium et de germanium, éléments rares dans les météorites terrestres mais utilisés en électronique moderne. Comment expliquer la présence de ces alliages sophistiqués dans un aréopage ancien, loin de toute industrie avancée ? Les légendes des Ojibwés qui enterrent ces îles depuis des siècles évoquent des pluies d'étuis d'étoiles vivantes, tombées lors d'une nuit sans lune. Selon les anciens récits, au cœur de la saison estivale, un grondement sourd secouait les falaises, suivi d'un éclat lumineux, puis d'un sillage de braise disparu dans le lac. Certains chamans ont transmis le souvenir de pierres parlantes, censées contenir l'âme d'un esprit céleste. Mais avec le temps, ces récits sont furent jugés mythiques par les érudits, reléguant la mémoire orale au rang de fable. Dans les années 1975 à 1976, l'Université du Michigan mena une prospection géophysique sur la pointe occidentale d'Île-Royale. À l'aide d'un magnétomètre et d'un radar à pénétration de sol, les chercheurs détectèrent un lentille magnétique d'une 60aine de mètres de long, à peine sous la surface. Les relevés indiquaient une concentration anormale, incompatible avec un seul dépôt météoritique accidentel. Intrigués, ils fouillèrent au jet d'eau haute pression, découvrant une combinaison de fragments anguleux mêlés à la glaise locale. À leur grande surprise, certains éclats portèrent des traces de rainures polies, comme s'ils avaient un dos été façonné avant d'arriver là. Les analyses isotopiques menées en laboratoire révélèrent une datation complexe. Un groupe de fragments présentait un âge cosmique estimé à plus de 4 milliards 500 millions d'années, tandis qu'un autre groupe, plus riche en germanium, apparaissait presque contemporain selon les méthodes de chronométrie à résonance paramagnétique. Ce double profil posa une énigme. Comment deux matériaux de provenance si différentes pouvaient-ils coexister sur cette île isolée ? Des théories invitaient soit à l'idée d'une superposition de pluies de météorites sur des périodes éloignées, soit à un curieux mélange orchestré par un peuple inconnu. Certains archéologues avancèrent l'hypothèse que des artisans anciens, fascinés par le métal supposé magique, auraient récupéré des éclats célestes pour fabriquer des bijoux ou des outils rituels. Un fragment d'éclat poli, retrouvé près de vestiges d'un foyer de pierre, portait de fines éraflures concentriques suggérant un travail de limage. Mais aucune trace de fonderie ou de forge n'a jamais été découverte. Les parois rocheuses environnantes ne présentent aucune cendre ni dépôt de scorie. Le mystérieux atelier, s'il a existé, n'a laissé qu'un murmure minéral. Une autre piste évoque la dispersion glaciaire. Les Laurentides, il y a 10 000 ans, auraient pu transporter des fragments de météorites depuis le nord-ouest, les abandonnant aux confins de l'île Royale. Cette hypothèse explique la localisation des plus gros éclats, mais demeure muette sur la présence des alliages dopés au gallium, nettement plus légers et moins susceptibles de survivre à un transport aussi violent. De plus, quelques fragments ont été trouvés entremêlés dans des couches archéologiques associées à des outils en pierre polie, invitant à considérer une collecte délibérée plutôt qu'un simple dépôt naturel. Les recherches récentes, menées en 2018, ont fait appel à la spectrométrie de fluorescence X portative. Les scientifiques ont comparé la composition des éclats à celle des météorites connus et aux gisements de fer natifs locaux. Ils constatèrent que si le cœur de la teneur en nickel coïncidait avec celui des chondrites courantes, les concentrations en olivine étaient anormalement basses, alors que les taux de sulfure métallique étaient trop élevés pour correspondre à une source purement terrestre. Un fragment isolé montrait même la présence d'iridium, élément considéré comme marqueur de l'impact cosmique à la limite Crétacé-Paléogène. Sur place, la topographie du site offre un autre indice. Les fragments se concentrent à l'aplomb d'une barre rocheuse émergente, formant une sorte de demi-lune entamée. Cette disposition a conduit certains à suggérer un dépôt rituel composé pour dessiner, sur le sol même, une figure lunaire symbolique. Pour un peuple ancien, lié au cycle des saisons sur ce lac immense, l'image de la lune pourrait avoir eu une valeur sacrée, un repère cosmique signifiant la liaison entre ciel et terre. Toutefois, aucune tradition orale ou vestige culturel documenté n'appuie cette interprétation, la laissant en suspens. La plus énigmatique des découvertes est peut-être celle d'un petit lingot découvert en 2020 par un plongeur professionnel à quelques mètres de profondeur près d'une épave de bateau marchand du XVIIIe siècle. Pesant près d'1 kilo, il était composé d'un alliage nickel-iron presque homogène. Sa surface noire était marquée de 2 empreintes ovales, comme des padous. Certains spécialistes y voyaient un lingot forgé par un marin cherchant à ramener un souvenir de son aventure polaire.
D'autres, plus sceptiques, évoquaient un fragment de compteur hydraulique retiré d'un engin de mesure. Mais aucun document portait la moindre trace d'un tel dispositif. La fascination suscitée par ces métaux d'outre-espace attire aujourd'hui amateurs et chercheurs, mais aussi convoitises. Quelques fragments ont disparu de collections privées, d'autres ont été vendus sous le manteau à des collectionneurs de météorites. Cette dispersion érode lentement la possibilité d'une étude globale, fragmentant les échantillons en un puzzle dont il manque la moitié des pièces. Les institutions peinent à rassembler les chercheurs autour d'un projet commun, alors que l'urgence d'établir un inventaire complet se fait sentir. Pourtant, l'île Royale, avec ses forêts d'épicéas et ses falaises déchiquetées, garde son calme immuable. Les pluies d'été filtrent la lumière à travers un feuillage dense et les lacs intérieurs, noyés de verdure, reflètent un ciel changeant. Au creux de cette nature rugueuse, le métal venu d'ailleurs semble murmurer un message codé, trace d'un contact furtif, vestige d'un culte stellaire ou simple relique d'un événement cosmique oublié. Chaque lame métallique, soulevée par les mains curieuses, déploie son éclat froid, comme un éclat d'éternité. Nous laisserons derrière ces éclats d'acier céleste, témoins silencieux d'une rencontre entre la Terre et le cosmos, pour nous aventurer vers d'autres ruines insoupçonnées, celles invisibles du fleuve Rouge, où l'ombre d'une cité fantôme se cache sous un voile de brume. Un suintement léger glisse sous la coque de la barque, comme un souffle ancien qui s'infiltre dans la coque de bois. Au-dessus, la surface du fleuve Rouge, sombre et chargée de remous, semble ordinaire. Pourtant, sous ces eaux troubles sommeillent des vestiges que l'industrie et le temps ont patiemment enfouis. Des fondations de briques effondrées, des piliers de ponts disparus et des vestiges de vieilles écluses s'entrelacent ici, hors de vue. Comment un fleuve jadis vibrant d'activités ferroviaires et portuaires a-t-il basculé dans l'oubli, emportant avec lui les traces tangibles de ces cités riveraines ? Les premières mentions de ces ruines émergent dans les rapports de dragage du XIXe siècle, où l'on signale un entassement de débris sous-marins si dense qu'il menaçait la circulation des barges. Les ouvriers parlaient alors de murs engloutis, de colonnes de ferraille tordues et de pierres percées comme si elles avaient supporté un pont monumental. Mais ces documentations techniques furent rangées avec les plans des quais, jugés trop triviales pour mériter publication. Aujourd'hui, seuls quelques croquis jaunis témoignent de la structure originelle d'une écluse, conçue pour maîtriser la marée du lac Sainte-Claire. À l'époque de la Prohibition, le fleuve Rouge servait de via clandestine. Des entrepôts sans enseigne bordaient ses rives, dissimulés derrière des palissades. Des conduits captifs acheminaient sans l'alcool vers des cachots sous-marins, bâchés d'une toile goudronnée pour étancher les fissures. Dans les registres policiers, on évoque des voies étouffées, des pas glissant sur des planches humides et des échappées finalement vers la rive opposée, où la mafia locale attendait là en tonneau. Ces infrastructures, aménagées à la hâte, furent seulement rapidement abandonnées lorsque les chambres de rétention furent comblées par les crues successives et les plans détruits pour éviter toute poursuite. Quand les grandes usines aciérières se sont installées le long du fleuve au tournant du XXe siècle, l'activité redoubla. Les hauts poteaux fourneaux crachaient leur lueur orange dans la nuit et des ponts roulants circulaient au-dessus d'un bassin de décantation sans fond. Des câbles en acier soutenaient par des dégrusses colossales, esquissant un balai mécanique sur l'eau. Lorsqu'en 1953, la branche principale du chemin de fer rerouta ses wagons, ces installations devinrent obsolètes. Les rails furent en retirés, les bâtiments démantelés, et seules les semelles de béton subsistèrent, enterrées sous les limons. Aujourd'hui, elles apparaissent, parfois, à marée basse, comme des cicatrices révélées par le courant. Les prospections récentes, menées par des historiens navals et des archéologues fluviaux, utilisent des sonars à balayage latéral et des drones aquatiques pour cartographier le relief sous-marin. Les images montrent un patchwork de lignes droites, restes de jetées et d'amas irréguliers, les débris de barges englouties, les piles de ponts effondrés et les contours flous d'un ancien hangar. Chaque relevé 3D révèle un paysage de ruines qui, le jour, se dissimule sous un tapis d'algues et d'eau chargée de sédiments. L'ombre d'un quai long de plus de 50 mètres se dessine, comme une dragonne de pierre figée sous l'écume. Les archives orales des habitants de River-Rouge, ville natale de l'usine Packard et cœur palpitant de l'industrie automobile, gardent la mémoire d'un canal noir, où personne n'osait s'aventurer après la tombée de la nuit. On racontait que des chaînes traînaient sous l'eau, destinées à accrocher les barges. Des lampes à huile, abandonnées lors d'accidents,
y demeurent, fichés dans la vase, éclairant parfois le flanc aigu d'une coque. Les anciens racontent qu'il suffisait de plonger un bras pour toucher une structure métallique gelée dans la glaise, vestige de la vie bruyante d'autrefois. Les incertitudes demeurent nombreuses. Quelle proportion de ce réseau est d'origine industrielle et quelle part remonte à des installations plus anciennes ? Des études dendrochronologiques sur de vieux troncs immergés suggèrent que certaines fondations de pieux de chêne proviennent d'un pont précolombien, édifié avant l'arrivée des Européens. Cette hypothèse, encore marginale, laisse entrevoir un fleuve rouge, parcouru il y a un millénaire par des pirogues et des radeaux, suivant des voies naturelles reliant les bassins du lac Huron aux marais du Sud. Pourtant, les preuves tangibles manquent, ensevelies sous des moisissures organiques et des dépôts chimiques issus des aciéries. L'érosion contemporaine provoquée par les moteurs des bateaux de plaisance et la fluctuation des niveaux d'eau contrôlés par des barrages agit comme un révélateur et un destructeur. À chaque tempête, une partie du limon est lessivée, découvrant un bout de métal ou un morceau de mur, avant que le courant ne ramène un nouveau nuage de sédiments. Ces repentirs géologiques offrent des fenêtres éphémères sur le passé, incitant chercheurs et curieux à organiser des battues aquatiques pour saisir ces fragments fugitifs. Mais chaque découverte entraîne aussi une accélération de l'ensablement, car la matière déplacée s'amoncelle ailleurs, reformant sans cesse le voile qui enveloppe ces ruines. Au fil de cette exploration fluviale, une question subsiste. Quelle histoire ces structures silencieuses portent-elles, au-delà de leurs fonctions techniques ? Derrière le béton, le ferraillage et la pierre, gît un témoignage de la manière dont l'homme s'est approprié le cours d'eau, le modelant pour ses besoins, puis l'abandonnant en proie à l'oubli. Les ruines invisibles du fleuve Rouge ne sont pas seulement des restes d'un paysage industriel, mais la mémoire silencieuse d'une relation complexe entre la nature et la civilisation. Alors que nous glissons hors de la barque, le murmure du fleuve reprend son cours, effaçant nos empreintes et attendant patiemment que la prochaine marée dévoile un nouveau fragment de ce passé englouti. Le vent joue entre les crêtes de sable, sculptant la dune en ondulations instables, tandis qu'un ciel d'aube rose se reflète sur les grains qui glissent silencieusement. Sous cette surface mouvante, des strates de grès finement ciselées portent des tracés énigmatiques, des lignes brisées, des spirales brèves, des chevrons isolés, comme les fragments d'un langage secret enfoui depuis des millénaires. Quelles mains, quels regards ont gravé ces signes, circonscrits à quelques mètres carrés, de roches exposées entre deux mares de sable ? Et pourquoi choisir cet endroit où seul le souffle de l'air et la danse des dunes peuvent porter écho à une mémoire perdue ? La première mention écrite de ces glyphes apparaît dans le carnet d'un géologue lors d'une mission de cartographie en 2004. En recensant les affleurements de grès tertiaires, il nota des incisions inhabituelles, trop régulières pour être attribuées à l'érosion éolienne. Lors de son retour en laboratoire, une photo floue montrait une série de traits formant une sorte de croix inclinée, entourée de deux arcs opposés. Intrigué, il tenta de localiser à nouveau le site, mais la dune avait déjà commencé à recouvrer la roche, dissimulant l'inscription. C'est seulement 5 ans plus tard, en 2009, qu'une équipe d'archéologues du parc national reconnut l'endroit grâce à ces notes et entreprit une fouille rapide avant que l'hiver n'ensevelisse de nouveau les pierres. Sur place, les glyphes se révèlent sous la lumière rasante du soleil naissant, contrastant avec le relief bas du grès poli par le sable. Les incisions, d'une profondeur millimétrique, dessinent un répertoire de formes abstraites, triangles disjoints, lignes serpentines interrompues, carrés imperfectibles. Leur style rappelle vaguement certains signes rupestres d'Amérique du Sud, sans toutefois donner l'impression d'appartenir à un même système graphique cohérent. Chaque motif est isolé, judicieusement éloigné des autres, comme si l'auteur avait voulu éviter une lecture linéaire, préférant la fragmentation à l'explication. Les traditions orales des peuples Anishinaabe, gardiens ancestraux de ces rivages, parlent de champs de pierre, attribuant aux dunes la capacité de capter le murmure des ancêtres. On raconte qu'au solstice d'été, quand le soleil se lève au point précis où les dunes s'arrêtent, les glyphes deviennent visibles, révélant les prières gravées pour assurer la protection des voyageurs. Pourtant, aucun conte précis ne décrit la forme de ces inscriptions, et les rares récits collectés au début du XXe siècle condamnent ces légendes comme fables poétiques, sans fondement historique. Le silence des traditions officielles, bridé par les missionnaires et les premiers cartographes, a effacé toute mention tangible de ces signes mystiques.
Pour dater ces gravures, les chamarrés, les chercheurs ont dû recourir à la luminescence optiquement stimulée, mesurant l'accumulation de radiation solaire depuis la dernière exposition de la surface. Les résultats fournissent une fourchette oscillant entre 2500 et 4000 ans avant notre ère, bien avant l'arrivée des grandes cultures de la période archaïque. Cette datation soulève un paradoxe. Peu de sites de cette époque dans la région possèdent des exemples de gravures abstraites, la plupart des témoignages étant alors des empreintes de mains ou des pictogrammes animaliers. Comment expliquer l'apparition brutale de ces formes énigmatiques, sans continuité apparente avec les traditions rupestres connues? L'hypothèse d'un passage de navigateurs lointains a parfois été évoquée. Des chercheurs ont souligné des similitudes formelles entre certains glyphes et des signes proto-runiques observés dans le nord de la Scandinavie. Cette correspondance stylistique, toutefois, reste superficielle. Les âges chronologiques et les contextes culturels ne coïncident pas. De plus, aucun outil métallique ou fragment de tuiles importé n'a été retrouvé autour des affleurements, rendant la théorie de contact nordique précolombien hautement spéculative. Le consensus académique s'oriente plutôt vers une production autochtone, inscrite dans un rituel dont le sens précis s'est perdu sous les dunes mouvantes. Les technologies modernes ont néanmoins permis d'approfondir l'analyse. La photogrammétrie haute résolution et le scanner 3D ont capturé chaque incision, révélant des micro-fissures plus anciennes que la dune elle-même. Ces détails confirment une réalisation consistante, exécutée avec un outil dur, sans doute un éclat de silex poli, sur une roche assez tendre pour être gravée, mais suffisamment compacte pour garantir la durabilité des signes. Les erreurs présentes, lignes mal alignées, traits interrompus, attestent d'un geste humain, d'une main hésitante mais déterminée, consciente de l'importance de chaque incision. La mise au jour de ces glyphes a engendré un débat au sein de la communauté scientifique. Certains archéologues soutiennent que la fragmentation des motifs, l'absence de tout accompagnement iconographique et l'éloignement des principaux sites de peuplement rendent ces gravures anecdotiques, vestiges épars d'un art ritualiste mineur. D'autres chercheurs, au contraire, y voient un témoignage capital d'une culture méconnue, révélant une activité spirituelle focalisée sur le lien entre le ciel, la pierre et le sable mouvant. Pour eux, ces glyphes en sont autant d'indices d'une transmission orale perdue, d'un langage symbolique à déchiffrer patiemment. Les relevés photographiques, pourtant, documentent l'éphémère. Entre 2009 et 2020, les affleurements ont décliné sous l'avancée des dunes, masquant peu à peu plusieurs motifs. Seuls quelques signes proches du sommet de la roche ont résisté à l'ensevelissement. Chaque année, au Skokie, des équipes reviennent pour noter l'évolution, cherchant à préserver une trace numérique avant que le sable la recouvre définitivement. Cette lutte contre le temps éveille un sentiment d'urgence. Est-on en train de perdre un fragment unique de l'histoire précolombienne des Grands Lacs ? Dans un geste de précaution, le parc national a mis en place des dispositifs de surveillance artistique. Des caméras solaires prennent un cliché quotidien, alimentant une base de données en libre accès pour les chercheurs. En parallèle, une poignée de volontaires, formés par les archéologues, effectuent des relevés manuels en brossant délicatement le sable sur la roche, révélant les contours anciens. Pourtant, cette préservation partielle divise. Certains estiment que la nature doit reprendre ses droits, que ces gravures font partie d'un cycle où sable et pierre se rencontrent pour dialoguer dans l'oubli, tandis que d'autres militent pour une conservation active, quitte à sécuriser la roche sous une structure transparente. Au fur et à mesure que le sable se forme et se transforme, il révèle ou dissimule ces signes sibyllins, modulant la perception de l'observateur. Parfois, seul un rayon rasant du soleil levant fait apparaître subtilement l'ombre d'un tracé oublié, invitant à redécouvrir l'écriture silencieuse de la dune. Ces apparitions fugitives confèrent aux glyphes une dimension presque animate, comme si la pierre connaissait un instant de révolte contre son enveloppe sableuse. Les glyphes sibyllins de Sleeping Bear Dunes restent ainsi un défi pour l'érudition et l'imagination. Ils portent l'empreinte d'intentions lointaines, dont l'ordre et la signification s'échappent au cœur du grès. À mesure que la dune se reforme, chaque incursion archéologique devient une plongée dans l'inconnu, un tête-à-tête avec le silence de la préhistoire. Et lorsqu'on se retire, laissant à nouveau le sable recouvrir la roche, une question persiste. Quel autre vestige du passé sommeille, tout près, sous la crête suivante, prêt à surgir à son heure et à jeter une nouvelle lueur sur les mystères du Michigan ?
Une brume légère flotte au-dessus des préshumides bonds, où les premières lueurs de l'aube effleurent un cercle de pierres à demi englouti par la mousse. Le chant lointain d'un coucou résonne dans l'air frais, et chaque pas sur le sol détrempé semble réveiller un murmure de souvenirs anciens. À quelques mètres de la route secondaire, dissimulée par des saules pleureurs, un anneau de 40 pierres d'un gris pâle dessine un cercle presque parfait, comme un cadran circulaire abandonné. Qui a tracé ce sillon minéral au cœur des plaines du Saginaw, et pourquoi cet emplacement précis, à la lisière d'un marécage oublié? Les premières soulignes qui évoquent cet anneau apparaissent dans un carnet de bord d'un géologue amateur datant de 1874, où l'on lit la mention d'une clairière dallée de menhirs de pierres rondes. Selon ces notes, il aurait repéré des blocs polis par l'érosion, disposés avec une précision troublante avant que les drues de végétation ne les dissimulent à nouveau. Durant plus d'un siècle, ces pierres demeurèrent ignorées de la communauté scientifique, enfouies sous une épaisse couche de lichen et de sol forestier. Ce n'est qu'au tournant du XXIe siècle qu'un groupe d'étudiants de la Central Michigan University, munis de cartes LIDAR, redécouvrit leur silhouette circulaire, offrant un visage inattendu à une prairie jugée ordinaire. En s'approchant du cercle, on distingue des dalles de grès locales, chacune mesurant entre 50 et 60 cm de haut, enfouies jusqu'à un tiers de leur hauteur. Les intervalles qui les séparent paraissent réguliers, formant un rayon de 12 mètres. Sur certaines pierres, des cupules peu profondes trahissent un éventail de motifs géométriques, cercles concentriques, rainures parallèles, petites excroissances quadrangulaires. À la base, la terre sèche laisse apparaître des lignes fines, vestiges d'une rainure gravée autrefois plus saillante. Le cercle, intact malgré le temps, projette une aura de solennité sur ce paysage de prairies et de marécages. Les géologues ont identifié le matériau de ces pierres comme un grès fin à grains serrés, extrait probablement d'un affleurement à plusieurs kilomètres de là, près de la rivière Chippewa. Le transport de blocs aussi massifs suppose une main-d'œuvre organisée et des systèmes de levage rudimentaires. Aucun outil métallique n'a été découvert sur place, ce qui indique l'usage probable de rondins en bois et de cordages végétaux. Le simple fait de déplacer, d'arrimer et de positionner ces pierres en un cercle précis évoque une volonté consciente de créer un espace cérémoniel ou astronomique, plutôt qu'une installation improvisée. Les traditions orales des tribus Ojibwe, qui parcouraient autrefois ces terres, mentionnent un site rituel nommé Mezibikwe, littéralement la rivière de pierre. Selon les anciens récits, des figures sacrées se rassemblaient à l'aube lorsque le soleil naissant glissait un rayon droit sur le centre de l'anneau, illuminant la dalle principale, plus large et plus polie que les autres. Ces cérémonies auraient marqué le début des semailles, célébrant la fertilité du sol et l'harmonie avec les esprits de l'eau. Mais les récits, transmis oralement à voix basse, furent rapidement relégués aux marges, contradictoires face aux récits missionnaires qui taisaient les pratiques païennes. Pour dater ces pierres mystérieuses, les archéologues ont eu recours à la luminescence optiquement stimulée, une technique qui mesure l'accumulation de radiation depuis la dernière exposition à la lumière. Les premiers échantillons, prélevés dans une rainure centrale comblée de sable, donnent une fourchette comprise entre 800 et 1200 après Jésus-Christ, période coïncide avec celle des cultures de la vallée du Mississippi. Mais aucun artefact caractéristique de cette civilisation n'a été mis au jour. L'anneau de Midland semble flotter dans un vide historique, sans lien apparent avec les grands empires lacustres connus. Les prospections géophysiques ont dévoilé d'autres mystères sous la prairie. Les relevés radars à pénétration de sol indiquent des anomalies circulaires au-delà de l'anneau principal, suggérant la présence de 2 ou 3 fosses comblées, disposées en étoiles. Les géomètres ont également détecté des tunnels étroits de moins d'1 mètre de diamètre, rayonnant depuis le centre vers l'extérieur, comme si on avait cherché à drainer l'eau du marécage vers ce point focal. Ces structures, invisibles à l'œil nu, confèrent au site une dimension hydraulique imprévue. Et si l'anneau servait aussi à canaliser les eaux souterraines? Quand on fouille légèrement dans la berge, on met au jour quelques tessons de poterie à pattes rouges sombres, ornés de rayures fines et de points d'ocre. 2 éclats de pierre taillée, de silex gris clair, témoignent d'un atelier de taille non loin. Une pierre à meuler, découverte près d'une fosse centrale, présente des traces d'usure concentriques. Ces vestiges, bien qu'épars, attestent d'une activité humaine soutenue, mêlant artisanat, offrande et rituel. Pourtant, l'absence de structure permanente,
hutte, palissade ou tertre, laissent l'anneau isolé, comme un sanctuaire temporaire, ouvert au passage des saisons. Les interprétations divergentes s'affrontent dans la communauté scientifique. Pour certains, l'anneau de Midland est avant tout un observatoire solaire, conçu pour marquer les solstices et les équinoxes, orientant les travaux agricoles. Cette théorie trouve un écho dans l'alignement exact de deux pierres majeures sur l'axe est-ouest. D'autres chercheurs y voient un espace de rassemblement communautaire, un lieu propice aux échanges commerciaux et cérémoniels tourné vers l'eau environnante, symbolisant la convergence des clans lacustres. Chaque hypothèse s'appuie sur les mêmes repères matériels, mais propose un récit propre, révélant combien la pierre peut se prêter à des lectures multiples. Aujourd'hui, l'anneau de pierre reste menacé par l'extension des zones résidentielles et la forte demande en terres agricoles. Bien que classé comme site archéologique d'État, il repose sur une parcelle privée, soumise aux décisions d'un propriétaire qui envisage parfois de drainer le marécage pour y étendre ses cultures. Un collectif local œuvre pour la conservation du lieu, organisant des visites guidées au rythme des saisons en espérant sensibiliser la population à sa valeur patrimoniale et spirituelle. Mais chaque tracteur, chaque vague de développement risque d'effacer un fragment de ce cercle immémorial. Lorsque l'on s'éloigne de cet anneau silencieux, laissant derrière soi le grondement lointain des tronçonneuses, on porte en soi l'image de ces pierres alignées, perçant le sol mouillé comme des gardiennes d'un savoir perdu. À l'abri des saules, l'anneau reste figé, attendu patiemment par le soleil qui viendra, un jour, dévoiler ses secrets les plus enfouis. Plus au nord, dans les églises souterraines de Grand Rapids, d'autres silhouettes de pierre attendent leur tour sous les couches de béton et de sel, prêtes à révéler de nouvelles voix muettes du passé. Un souffle de pluie glisse sous le bitume fendu d'une rue déserte, soulevant des volutes de poussière mêlées à l'écho lointain des trams. Sous nos pas résonne un vide profond, comme si la ville cachait un cœur silencieux, intact depuis des siècles. Lorsque le marteau-piqueur a heurté une dalle de pierre calcinée, il a révélé une plaque de fonte rouillée, gravée de symboles indéchiffrables. Qui a conçu cette entrée scellée, protégée par un cadenas de fer forgé, au-dessus de galeries souterraines enveloppées d'ombre ? La première mention écrite provient du journal d'un ingénieur de la ville, vers 1958, qui relata la découverte lors de travaux d'extension des conduites d'eau. Il décrit en quelques lignes le frisson qui parcourt l'équipe lorsqu'ils ont soulevé la trappe pour découvrir une échelle de fer menant vers un silencieux abîme de briques et de mortier. Les ouvriers refusèrent de descendre, murmurant des histoires de rats séculaires et d'odeurs anciennes, avant que le chantier ne soit suspendu par les services archéologiques. Quelques mois plus tard, l'université de l'État du Michigan dépêcha une équipe d'archéologues pour sonder l'entrée. Munis de radars à pénétration de sol, ils tracèrent un réseau de couloirs superposés, comme un labyrinthe à 2 niveaux. Chaque faisceau révélait des cavités circulaires, contenant des dalles ornées de croix latines et de motifs géométriques. Les plans officiels restèrent partiellement confidentiels, évoquant un site à protéger contre tout vandalisme, comme si le savoir risquait de s'effriter au contact de la lumière. Le premier accès contrôlé eut lieu en 1962. L'éclairage vacillant des lampes portatives mit en scène des murs de briques rouges sombres, entrecoupés de pierres de taille. Des piliers massifs soutenaient un plafond en arche dont les mortiers, étonnamment secs, résistaient à l'humidité ambiante. Plus loin, de larges niches creusées dans l'épaisseur du mur laissaient deviner l'emplacement d'urnes ou de coffres désormais disparus. Chaque pas soulevait un nuage de poussière fine, comme une poussière de mémoire. À mesure qu'ils avançaient, les fouilleurs découvrirent une rangée de cavités plus petites, scellées par des plaques de plomb gravées. Derrière chacune reposaient honteux des ossements humains organisés en faisceaux ordonnés. Plusieurs dizaines de squelettes juxtaposés, certains assemblés par paires, d'autres isolés. Les fragments de crâne, entrelacés au tibia, semblaient en raconter des épisodes de famine, d'épidémie ou de vies interrompues trop tôt. Qui avait pris tant de soin de regrouper ces restes avant de fermer hermétiquement l'espace. Les datations au carbone 14, réalisées sur des fragments de côte, donnèrent 2 périodes distinctes, l'une au cœur du XIXe siècle, l'autre remontant au tournant du XVIIIe. Cette bifurcation captive l'imagination. Un premier usage lié à la fièvre de la métallurgie, aux vagues d'immigrants irlandais décimés par le choléra, puis une réutilisation possible bien plus ancienne, à l'époque de la traite des castors et des premiers postes de traite français. Chaque strate d'ossement évoque une phase tragique de la ville, masquée par le rythme industriel. Pour certains chercheurs,
Ces ossuaires seraient une adaptation souterraine des cimetières de surface, déplacés lorsque Grand Rapids s'est étendue. Les fouilles historiques mentionnent des cimetières paroissiaux démantelés, sans registre précis, afin de libérer de la place pour les maisons en rangée. Les ossements auraient été transférés et entassés là, loin du regard public, avant d'être scellés pour éviter toute contamination. Mais aucun document officiel ne confirme explicitement cette procédure, et les registres paroissiaux du diocèse ont été perdus lors d'un incendie en 1870. Les légendes des communautés amérindiennes locales parlent de chambres sacrées, creusées sous les tumulus disparus, où l'on plaçait les ancêtres pour les protéger des prédateurs et des intempéries. Selon certaines traditions, Ojibwe, la terre garde en elle l'essence des morts, et les ossuaires profonds assurent une transition apaisée vers l'au-delà. L'idée que ces galeries auraient pu avoir une origine rituelle se heurte cependant à l'absence de décoration symbolique généralement associée aux rites funéraires indigènes, rendant la piste difficile à confondre. Un autre courant d'hypothèses identifie des signes maçonniques sur plusieurs dalles de pierre trouvées dans la cavité principale. Compas, équerre, étoiles à 5 branches. Des maçons engagés dans la construction des premiers bâtiments publics auraient même créé un sanctuaire discret pour leurs membres et leurs proches. Certains historiens ont noté que les loges maçonniques de Grand Rapids disposaient de catacombes symboliques, mais jamais d'un lieu physique reconnu. Ces symboles pourraient en trahir une volonté de protéger la mémoire fraternelle sous la ville, dans un lieu hors du regard profane. Le voile d'énigme s'épaissit lorsque l'on s'intéresse à l'accumulation de mèches de cheveux et de fragments de tissus retrouvés dans quelques urnes brisées. Des analyses microscopiques indiquent des fibres de coton brutes, typiques des vêtements ouvriers de la fin du 19e, mêlées à des mèches plus anciennes, tressées et collées par la résine d'un arbre nordique. Cette superposition d'époques matérielles renforce l'idée de plusieurs vagues d'inhumation, reconstituant un palimpseste humain dont chaque strate recèle un fragment de vie. Face aux pressions éthiques, les autorités scientifiques hésitent à proposer une ouverture généralisée du site. Les associations de protection des vestiges demandent une fouille exhaustive afin de documenter chaque ossement et de respecter la mémoire des défunts. En parallèle, les mouvements indigénistes réclament la levée de l'emprise sur ces restes afin de les restituer pour un rituel de réinhumation. Le silence officiel persiste tandis que la polémique s'envenime entre le devoir de savoir et le devoir de mémoire. La structure du réseau souterrain comporte également un puits d'aération en fonte situé sous une bâtisse ancienne du centre-ville. À travers les grilles encombrées de feuilles mortes, une légère brise froide remonte, portant parfois l'odeur entêtante de la terre humide et du plomb oxydé. Certains urbexeurs, attirés par la légende, ont tenté d'y pénétrer la nuit, rapportant des clichés flous où l'on devine des fresques effacées, peut-être tracées au charbon de bois, symbolisant un rite de passage vers l'invisible. Les relevés photogrammétriques 3D ont restitué une cartographie détaillée, montrant des niveaux successifs où les galeries se chevauchent, parfois obstruées par des piliers de bois pourris, parfois élargis par des ouvriers clandestins. L'effondrement progressif des parois oblige à limiter l'exploration, craignant un éboulement fatal. Les ingénieurs doivent stabiliser les piliers restants, injecter des résines spéciales et poser des étançons sous peine de perdre à jamais l'accès à ces corridors de mémoire. Malgré l'urgence, la bureaucratie limite les crédits alloués à ce chantier. Les responsables municipaux hésitent à financer un projet qualifié de précieux pour quelques curieux, plutôt que de prioritaire pour le développement urbain. Pourtant, la valeur historique et humaine de ces ossuaires apparaît immense dès lors qu'on perçoit la voix de ces ossements, témoins muets de drames épidémiques, de migrations et de solidarité tue. Une proposition récente envisage un partenariat inédit entre l'université, le diocèse, les communautés amérindiennes et les loges maçonniques, dans l'espoir de concilier savoir scientifique et respect des traditions. Cette initiative, encore à l'état de projet, suggère la création d'un sanctuaire hybride, où chaque groupe participerait à la mise au jour, à la préservation et à l'interprétation des restes humains. La complexité de cette démarche reflète l'enjeu. Les ossuaires scellés sont autant un lieu de racines enfouies que de fractures sociales à penser. Tandis que la grille se referme derrière la dernière lampe, l'écho des pas s'estompe dans l'obscurité humide. Les couloirs se replient sur eux-mêmes, préservant un silence plus ancien que la ville.
Quel récit viendra à jour lorsque les os seront enfin exhumés et que la poussière retombe? Pour l'heure, les ossuaires de Grand Rapids demeurent un sanctuaire inviolé, un seuil entre les vivants et les morts, où chaque pierre garde le secret de vies éteintes. À l'orée de ce mystère, une seule question subsiste. Quelles voix, parmi celles que l'on croit enterrées, continueront de murmurer sous les pavés de la ville? Un voile de brume matinale effleure les troncs de pins et de sapins, tandis que le chant rongeur du tamia perce l'écho lointain des branches grinçantes. Au détour d'un sentier envahi par la mousse, on aperçoit les fondations ébréchées d'une grange à moitié engloutie, puis les vestiges d'un quai de chemin de fer, enterré sous l'humus. Le silence règne, interrompu seulement par le bruissement du vent dans les aiguilles. Ces échos prodigieux portent la mémoire de villages entiers, jadis animés par le cliquetis des wagons et le cri des scieries, aujourd'hui reconquis par la forêt. Les premières mentions de ces hameaux oubliés figurent dans les carnets de route des arpenteurs de 1878. Des notes succinctes évoquent un groupe d'habitations en rondins longeant la Pine River où quelques familles vivaient du bois et de la chasse. Les correspondances entre arpenteurs et agents de la Michigan Central Railroad décrivent un point d'arrêt provisoire improvisé pour charger des grumes, puis désaffecté lorsque les ressources forestières s'atteignirent aux troncs les plus proches. L'absence de plans fiables et la nature éphémère de ces implantations expliquent à pourquoi ces villages ne figurent sur aucune carte officielle datant du début du XXe siècle. C'est seulement dans les années 1990, grâce à l'imagerie lidar aérienne, que sont apparues en creux les formes géométriques de ruelles disparues. Les relevés ont révélé des parcelles parfaitement rectangulaires, bordées de restes de murs de pierres sèches et de fosses comblées. Le tracé d'anciens rails, deux sillons parallèles, espacés de 45 cm, se devine à peine sous une multitude de feuilles mortes. Plus loin, des tranchées de fondation montrent les contours d'une auberge ou d'une maison commune dont la cheminée en briques subsiste, couverte de lierre. Les récits oraux des Chippewas de la région font état d'un peuple des planches, une communauté de bûcherons qui cohabitaient avec des trappeurs et des commerçants itinérants. Selon un ancien conte transmis de bouche à oreille, un hiver particulièrement rigoureux, mêlé à une épidémie de typhus, décima la population locale, obligeant les survivants à fuir vers les villes côtières. Les témoignages rapportent aussi la crainte d'une crue soudaine de la Pine River, qui aurait emporté scieries et ponts de fortune, contraignant les rescapés à abandonner leur demeure. Quelle vérité se dissimule derrière ces légendes? Les fouilles ponctuelles menées sous la direction de l'Université du Michigan en 2005 ont mis au jour des fragments de tuiles vernissées, des clous en acier forgé et des tessons de bouteilles à la marque effacée par la rouille. Un journal intime, préservé dans un coffre en fonte scellé, fut découvert dans une fosse centrale. Ces pages, rongées par l'humidité, mentionnent des prénoms, des tempêtes et le nom de Faulkner's Mill, une scierie disparue de toutes les archives officielles. Cette trouvaille offre un rare témoignage humain, une voix feutrée provenant d'un monde où chaque mot compte. À mesure que la forêt étend ses racines à travers les planchers disloqués, chaque poutre craque sous le poids du souvenir. Les murs de rondins, imprégnés de résine et de mousse, servent aujourd'hui de perchoir aux mésanges et aux citelles. Les fenêtres éventrées laissant filtrer un faisceau de lumière qui danse sur les lattes disjointes du parquet. La nature reprend ses droits avec une délicatesse troublante. Fougères et lierres effacent peu à peu toute trace de passage, tandis que les ours noirs et les cerfs occasionnels parcourent les sentiers, jadis foulés par les charretiers. Pourtant, la légende dit qu'au crépuscule, le vent porte parfois un murmure indistinct, le grincement d'une charrette, le claquement d'un panneau mal fixé ou le rire lointain d'un enfant. Des explorateurs y ont installé des microphones directionnels, espérant capter ces anomalies acoustiques. Les enregistrements révèlent de faibles vibrations, à peine audibles, qui s'enchevêtrent au soupir du vent. Les experts débattent, phénomène de résonance propre aux cavités en bois, pareils à d'immenses instruments de bord ou souvenances véritables, résidus d'émotions imprimées dans l'environnement. L'usage de drones équipés de radars à pénétration de sol a permis de préciser l'étendue du réseau urbain délaissé. Les relevés ont dessiné l'emplacement de plusieurs puits comblés, de cuves à résine calcinée et d'un ancien atelier de fabrication de roues en bois. Cette cartographie souterraine dévoile une organisation étonnamment cohérente. Rues perpendiculaires, places centrales et même un bassin d'étanchéité pour les planches, alimenté par un canal dérivé de la rivière.
À la croisée de ces vestiges, la forêt semble s'écarter, laissant comme un seuil ouvert vers un monde englouti. Les historiens proposent différentes raisons à l'abandon rapide de ces cités temporaires. L'épuisement du pin blanc, dont le bois offrait une qualité exceptionnelle, aurait rendu l'exploitation trop coûteuse. La concurrence de régions plus accueillantes du Michigan, disposant d'infrastructures ferroviaires plus solides, détourna les flux économiques. Et puis vint la Grande Dépression. Le crédit se tarit, les ouvriers migrèrent vers Detroit et Flint en quête de travail en usine. Chacune de ces causes se mêle pour former un tissu d'explications, mais aucune ne dissipe entièrement le mystère de ces structures laissées à l'abandon. Les archéologues soulignent que ces cités fantômes offrent un aperçu unique d'une phase transitoire de la conquête forestière, un moment où l'homme s'aventurait loin du rivage, bâtissant des communautés éphémères avant de disparaître comme un mirage. Dans cette perspective, chaque planche, chaque clou devient un témoin d'une audace brève, d'une promesse trahie par les aléas du climat et de l'économie. Le site d'Oscoda se dresse ainsi comme un palimpseste, où la mémoire industrielle et la mémoire naturelle dialoguent dans l'ombre des arbres. À mesure que l'aube cède à la lumière chaude du jour, la forêt semble refermer ses bras autour de ses fondations vacillantes. Un dernier rayon de soleil joue sur la pierre moussue et les rares vestiges de métal, éveillant un éclat furtif. Alors que l'on s'éloigne, l'image de ces cités désertées persiste, une allégorie du passage éphémère de l'homme sur cette terre et l'inexorable renaissance de la nature. Bientôt, sur les rives de Ludington, des fragments de manuscrits carbonisés attendent d'être déterrés, prêtant leur voix fragile aux secrets du passé. Un crépitement lointain semble encore résonner dans l'air humide de matinée, comme l'écho d'un brasier éteint depuis longtemps. À la lisière d'un ancien verger, à quelques pas des dunes mobilisées par le lac Michigan, on découvre des parcelles de papier calciné, enfouies sous un tapis de brindilles et de feuilles toutes décomposées. Les bords irréguliers, noircis par le feu, portent les traces indistinctes d'une écriture effacée, à peine suggérée par des filaments d'encre carbonée. Comment ces fragments ont-ils échappé à l'engloutissement complet ? Quel récit semé de cendres attend d'être reconstitué ? La première mention de ces débris singuliers apparaît dans le carnet d'une botaniste locale, en 1976, alors qu'elle relevait la flore pionnière sur les dunes adjacentes. Elle note un amas de particules légères, collées entre elles comme un feuilletage délicat, puis rapporte la trouvaille à un historien de la région. Ces quelques lambeaux furent alors minutieusement extraits, placés dans des pochettes hermétiques et envoyés à l'université la plus proche. Mais faute de financement, ils restèrent oubliés dans un tiroir scellé, attendant que la science moderne s'empare enfin de leur mystère. Ce n'est qu'en 2008 que l'intérêt renaît, sous l'impulsion d'un laboratoire de paléographie numérique. Des techniques de fente de multispectral imaging permirent maintenant de révéler d'invisibles pigments, vestiges d'une encre métallique légèrement oxydée. À la lueur froide des écrans, on distingue alors des pleins et des déliés, frémissements d'une écriture appliquée. Les lettres apparaissent fragmentaires, quelques arabesques cyrilliques mêlées à des glyphes latins, comme si deux alphabets s'étaient entremêlés sur un même feuillet. Cette hybridation inattendue ouvre la porte à des hypothèses audacieuses. Les analyses en radiocarbone et la spectroscopie Raman assignent une datation approximative. Les fibres du papier remontent à la seconde moitié du XVIe siècle, mais l'encre serait plus récente, œuvre d'un mélange inédit d'extraits végétaux et de résidus métallifères. Le résultat suggère un recyclage ou une retouche, peut-être l'ajout d'annotations tardives à un texte plus ancien. Les premiers résultats, publiés dans une revue confidentielle, soulignent la complexité de déterminer s'il s'agit de feuillets d'un registre corporatif, d'une correspondance privée ou d'une chronique rituelle oubliée. Les archives de Ludington ne font aucune mention d'un incendie majeur avant le XIXe siècle et les registres paroissiaux contiennent des blancs mystérieux entre 1660 et 1000 et 1600 en 90. Or, la datation du papier correspond à cette période. Un rapport de 1682 évoque une visite royale d'un émissaire venu du Nouveau Monde, mais les pages décrivant cette rencontre auraient disparu chez l'intendant, selon la rumeur. Le silence officiel plane sur ces décennies, amplifiant l'idée que ces manuscrits pourraient combler un vide historique volontairement creusé ou laissé à l'oubli par le feu. Une lecture attentive des fragments révèle des mots isolés, citer, ombre, rajeunir, feuiller. À chaque ligne suggérée, l'imagination brode un récit flou,
Une ville engloutie par une tempête, un rituel secret célébré sous les voûtes d'une chapelle, un pacte d'alliance entre colons et peuples autochtones. Les syllabes éparses semblent danser sur la bordure de la compréhension, invitant à reconstruire non pas un document publié, mais un palimpseste intime, mémoire d'âmes égarées. Les légendes des Anishinaabe évoquent Mandepam Somsom Aesti, des parchemins de la forêt, textes sacrés que l'on déposait autrefois au pied des ormes pour garantir l'équilibre du monde. Selon ces récits transmis à voix basse, un chaman aurait inscrit des prières et des formules destinées à apaiser les esprits du lac avant de brûler les feuillets, offrant leurs cendres au vent. Les fragments de Loddington, ensevelis dans la terre, pourraient en être le reliquat d'une pièce rituelle, préservée non pour le sens des mots, mais pour leur pouvoir symbolique. Pour approfondir cette piste, une équipe pluridisciplinaire s'est rendue sur le site en 2019. Des carottages ont mis à jour un foyer réduit à un cercle de pierres consumées où l'on dénombre des traces de graisse animale et de résines aromatiques. Au creux de ce foyer, un objet métallique a été repêché, un petit anneau gravé de motifs similaires à ceux entrevus sur les fragments. Cet artefact, pensé comme un presse-papier cérémoniel, relance l'idée d'un rituel d'écriture-offrande, liant le verbe et le feu dans un geste unique. Néanmoins, la conservation des manuscrits reste fragile. Les fibres desséchées par le sable et l'humidité alternée se désagrègent au moindre contact. Les chercheurs ont donc mis au point un protocole numérique, photographier chaque fragment à très haute résolution, reconstituer virtuellement les textes grâce à des algorithmes de recomposition et d'intelligence artificielle, puis conserver les originaux sous atmosphère contrôlée. Cette démarche offre l'espoir de décrypter les lignes disjointes, tout en préservant la matière fragile d'un trésor littéraire enfoui. Les premiers essais de reconstitution algorithmique suggèrent un texte fragmentaire, évoquant un bataillon et une trêve. Mais l'IA, malgré sa puissance, bute sur les ruptures de mots et les accidents d'encre. Chaque mot reconstitué exige l'œil vigilant d'un philologue, capable de comparer avec des manuscrits contemporains, de repérer les tournures idiomatiques et les formules administratives. Le chantier se déploie ainsi en une course contre le temps. Le sable se dépose, voire emporte un fragment, tandis que l'intelligence artificielle progresse fragment par fragment. Au-delà de l'enjeu scientifique se pose une question éthique. À qui appartiennent ces textes ? S'agit-il d'un bien collectif, patrimoine d'une communauté lacustre, ou d'un dossier privé perdu dans l'incendie d'une demeure seigneuriale ? Les discussions entre universités, municipalités et tribus autochtones illustrent la complexité de la gouvernance culturelle. Un accord de partage est en cours d'élaboration, prévoyant un accès commun aux résultats, tout en respectant la sensibilité sacrée des récits oraux. Tandis que le soleil décline sur les eaux calmes de Loddington, les fragments carbonisés reprennent leur silence. Leurs lignes à peine visibles semblent attendre la prochaine aube, le prochain souffle de vent, qui pourrait effacer une micro-goutte d'encre ou faire danser un morceau de papier incertain. Chaque découverte suscite une lueur d'espoir, celle de faire revivre, même partiellement, un écho lointain. Et si, sous la cendre, se cachait l'histoire oubliée d'un royaume lacustre, d'une alliance ancienne, ou d'une voix qui n'attend que le lecteur audacieux pour renaître, une brume épaisse enrobe les cimes des êtres centenaires, tandis qu'un craquement lointain signale le glissement d'un rocher dans le lit d'un ruisseau. Sur le flanc sud-ouest de la chaîne des Porcupine Mountains, là où la forêt se dilue dans les falaises abruptes, apparaissent des signes gravés à même la roche. Des lignes tortueuses, juxtaposées à des cercles concentriques, tracent un code secret dont la signification s'est effacée dans l'ombre des arbres. Quel auteur ancien a osé marquer ainsi ce promontoire sacré, et pour quel rituel ces signes interdits furent-ils forgés ? Les premiers témoignages datent de 1922, relatés par un naturaliste amateur qui chercha à cartographier les sentiers côtiers. Il nota la présence d'étranges pictogrammes à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du niveau du lac supérieur, formant une série de glyphes ininterrompus sur près de 20 mètres de parois. Ces esquisses, sommaires mais précieuses, représentent des triangles accolés à des lignes brisées, évoquant la silhouette d'arcades funéraires. Pourtant, aucun écho de ces observations ne parvint aux cercles académiques de l'époque, absorbés par la course au spectacle des Grands Lacs et les récits d'épaves mystérieuses. Ce n'est qu'en 1978 que des archéologues du parc national entreprirent une reconnaissance formelle. Avec des équipements d'escalade, ils atteignirent les gravures, désormais burinées par la pluie et la mousse.
Chaque incision, à la fois large et peu profonde, suggérait un outil abrasif, peut-être un éclat de quartzite poli. Les géologues confirment que la roche a résisté aux alternances de gel et de dégel, préservant ses traits géométriques, mais l'usure naturelle rend floue la précision originelle, transformant le geste du sculpteur en un murmure presque inaudible, capté seulement par l'œil attentif. Les communautés Ojibwe des rives environnantes évoquent ces falaises sous le nom de Gitchi Gumin Jamos Minewen, la pierre au secret sacré. Les anciens récits mentionnent un oracle de pierre, convoqué lors des veillées d'hiver, où la pleine lune, brandie par un ciel sans nuages, illuminait les symboles et révélait leur sens aux rêveurs. Aucune tradition écrite n'a survécu, et les rares témoignages oraux, fragmentaires, se concentrent sur l'idée d'un pacte avec les esprits du rocher, scellé par ces marques interdites. Personne n'ose plus gravir ces parois, l'endroit est jugé maudit, avertissent certains guides. Pour dater ces gravures, on a eu recours à la luminescence optiquement stimulée, mais la méthode bute sur l'épaisseur de la couche sableuse, qui recouvre partiellement la surface. Les estimations oscillent entre 3000 et 1800 ans avant notre ère, plaçant ces symboles au cœur de la période archaïque ancienne. Cette époque, marquée par la sédentarisation progressive des chasseurs-cueilleurs, produit peu de témoignages rupestres de ce type dans la région supérieure des Grands Lacs. L'absence de sites comparables renforce l'idée d'une tradition locale, singulière, dont les ramifications restent dissimulées. Les experts en iconographie rupestre remarquent la présence récurrente d'un motif en spirale double, comparable à certaines gravures protohistoriques d'Europe, notamment en Irlande, où l'on lui attribue une fonction protectrice. S'agit-il d'une coïncidence universelle, ces spirales jaillissant naturellement de l'esprit humain, ou d'une filiation culturelle oubliée, antérieure à l'isolement géographique des continents ? L'hypothèse de contact transocéanique, bien que spectaculaire, reste marginale face à l'absence d'artefacts européens contemporains. Le travail de terrain, périlleux, expose les chercheurs au risque de chute et à l'instabilité des roches. En 2002, une équipe découvrit, à mi-hauteur de la falaise, une petite niche naturelle où reposait le squelette d'un corvidé, entouré d'une myriade de plumes blanches décolorées. Les radiations résiduelles sur les ossements laissent penser qu'il s'agissait d'un oiseau totem, sacrifié pour porter un message entre le monde des vivants et celui des esprits. La présence de cet oiseau sans équivalent archéologique local témoigne d'un rituel polénique, une coutume encore méconnue. Plusieurs gravures présentent dans des extensions en zigzag, évoquant des éclairs stylisés. Ces lignes pourraient un peu symboliser le tonnerre, élément sacré dans la cosmogonie amérindienne. Certains chercheurs avancent qu'un culte météorologique y aurait été pratiqué, invoquant la pluie et la fertilité pour les territoires intérieurs. Le positionnement du site, dominant une rivière capricieuse, renforce cette piste comme si l'anneau de glyphe servait d'intercesseur entre l'eau et le ciel. Pourtant, aucune offrande en céramique rituelle n'a encore été découverte au pied des falaises. Face à l'interdiction officielle de s'approcher de ces falaises, un collectif de coureurs d'ultra-trail s'est vu refuser l'autorisation de traverser le site lors d'une course d'endurance en 2016. Leur intention de diffuser la légende via des images d'exploration provoqua un tollé. Certains dénoncèrent dans la commercialisation de lieux sacrés, d'autres réclamèrent dans l'ouverture libre aux chercheurs. Le parc national intervint alors, classant le site en réserve archéologique stricte et limitant l'accès aux spécialistes accrédités. En 2021, un petit fragment gravé, dissimulé sous une plaque détachée, fut prélevé selon les protocoles de conservation. Les analyses de microbiologiques révélèrent des traces de baissants de pigments à base de charbon végétal et d'argile rouge, appliqués sur les incisions après le burinage. Cette découverte ajoute une dimension artistique inattendue. Loin d'être de simples marques monochromes, ces symboles interdits brillaient autrefois d'une palette élémentaire, destinée à renforcer leur pouvoir visuel et rituel. La reconstitution virtuelle des motifs, réalisée grâce à la photogrammétrie et à l'imagerie multispectrale, permet aujourd'hui d'observer la falaise comme au jour de l'achèvement des gravures. On distingue non seulement les pictogrammes, mais aussi une trame de micro-incisions évoquant une bordure décorative. Cette ornementation, presque imperceptible à l'œil nu, suggère un savoir-faire raffiné et un sens esthétique développé. Les gravures, loin d'être grossières, témoignent d'une intention à la fois artistique et sacrée, plaçant ces falaises parmi les sites rupestres les plus sophistiqués de la région.
Les chercheurs prévoient une nouvelle campagne de prélèvement en collaboration avec les communautés autochtones et le service des monuments historiques de l'État. L'objectif est de trianguler les datations, d'étudier l'environnement paléoécologique et de développer un protocole de gestion durable. Mais une question persiste. Comment concilier la protection d'un lieu sacré, l'accès à la recherche et la transmission de ces savoirs au grand public? Alors que le soleil décline, les reflets dorés illuminent une dernière fois la falaise et la brume s'attarde pour capter chaque ombre gravée. Les symboles interdits semblent vibrer sous la lumière rasante, comme s'ils livraient un dernier secret avant d'être engloutis par la nuit. Les Porcupine Mountains gardent leur mystère, invitant quiconque ose s'aventurer à poursuivre la quête infinie de l'histoire enfouie sous les arbres et la pierre.